Merci d'avoir répondu à l'invitation que nous vous avons envoyée, et singulièrement que je vous ai envoyée. Vous êtes ici les représentants de différents syndicats de la famille police. Nous, le Sénat et la Commission des lois est particulièrement sensible sur les sujets à la fois de sécurité et de justice. Nous avons bien compris, mais comme vous, mais comme élus locaux aussi, les conditions dans lesquelles aujourd'hui l'exercice du métier présente un grand nombre de difficultés, en particulier à l'égard des actes de délinquance que je qualifierais probablement de manière impropre du quotidien, qui sont de plus en plus violents, d'une part, qui vous visent en particulier, bien sûr, mais qui visent aussi toute personne susceptible de représenter l'autorité publique. Je pense aux sapeurs-pompiers, mais on peut penser aussi évidemment aux élus locaux, qui sont de plus en plus, en tous les cas, également victimes de cette violence. Nous avons tous regardé et observé la manifestation que vous avez organisée le 19 mai dernier devant l'Assemblée nationale, entendu les propos qui ont pu y être tenus, naturellement, à la fois dans les conditions d'exercice, je le rappelle, de votre mission, mais aussi les inquiétudes à l'encontre de la réponse pénale, donc posant de fait la question des relations entre les services de police et la justice, parfois dans des termes extrêmement forts. Et j'ai considéré avec les collègues de la Commission des lois qu'ici, devant la représentation nationale, officiellement, devant le Parlement, il était important de pouvoir vous entendre et d'organiser ce débat et cette audition. Nous sommes d'autant plus soucieux de cela que non seulement ça traduit notre volonté d'écoute, mais nous avons un texte qui arrivera au mois de septembre, qui est le texte « Confiance dans la justice » du gouvernement, dont les auditions et les rapporteurs ont été désignés. Le texte viendra donc, je vous le disais, en septembre. La deuxième chose, nous avons été informés, mais comme tout le monde probablement, par la télévision du lancement des États généraux de la justice. C'est intéressant de savoir ce que vous retenez de cette démarche. Et puis par ailleurs est présent ici M. Henri Leroy, commissaire de la Commission, qui lui a participé au Beauvau de la sécurité, représentant l'institution sénatoriale. Je ne veux pas être plus long pour conserver du temps, naturellement. Vous êtes nombreux, 11, à devoir vous exprimer cet après-midi. On s'est donné 2 heures d'horloge, pour être assez précis, donc sans être extrêmement directif, si on peut tenir les propos, pour faciliter aussi l'échange avec les collègues, puisque les collègues parlementaires de la Commission sont là, d'autres probablement nous rejoindront, mais il y a d'autres réunions au même moment, de façon à ce qu'on puisse avoir un échange fructueux, sachant que cette audition ne traduit qu'une partie des discussions de la démarche que nous aurons, qui nous amènera sans doute soit à des textes nouveaux, soit aux textes de la rentrée, soit des prises de position du Sénat d'une autre nature. Voilà ce que je vais vous dire. L'important pour nous, je le redis devant la Commission des lois, nous sommes ici dans un lieu où on a le souci permanent de la discussion et de la vérité. Et donc nous sommes ravis que vous ayez accepté de venir. Je crois devoir quand même excuser officiellement le syndicat UNSA qui ne pouvait pas être là cet après-midi. Je le dis parce qu'ils nous l'ont dit. Ils ont une réunion fédérale, je crois, et donc ils n'avaient pas de possibilité de venir. Voilà, j'ai été beaucoup trop long. Je vais donner la parole à ceux qui souhaitent débuter. Soit vous êtes mis d'accord, soit vous n'êtes pas mis d'accord, soit je prends dans l'ordre, c'est comme vous le souhaitez, tout en vous demandant de vous présenter à chaque fois pour qu'on puisse identifier les interlocuteurs. Monsieur ? Eh bien. Oui, voilà. Alors, merci, messieurs les sénateurs, mesdames les sénatrices, pour votre initiative, pour votre écoute. On a toujours une grande qualité d'écoute par votre chambre. Alors, je commencerai au nom de la Fédération CFDT Interco,
je suis accompagné du SCSI, le syndicat majoritaire des officiers de police, et d'Alternative Police CFDT, qui est présent pour les gradés et gardiens de la paix. Je commencerai mon propos en soulignant le fait qu'un grand travail d'inventaire et de recensement des causes du malaise policier avait été initié par votre homologue, M. François Grosdidier. Donc, on est arrivé à un document très riche, avec un diagnostic très précis. Aujourd'hui, malheureusement, peu d'évolutions. On a eu quelques évolutions en termes de moyens matériels. Mais aujourd'hui, le malaise est toujours aussi grand. Les policiers, malgré l'effort de recrutement durant ce quinquennat, sont toujours dans une logique de priorisation des missions. Nous ne sommes pas assez nombreux pour assurer le traitement de toutes les missions. Donc ça met parfois nos collègues en insécurité juridique, en dehors des cas de conscience morale que ça peut causer. Nous croulons toujours sous une procédure pénale beaucoup trop chronophage, beaucoup trop axée sur les droits des mises en cause et pas suffisamment sur ceux des victimes. Nous sommes sur une ligne de crête entre l'inquisitoire et l'accusatoire, ce qui rend notre travail très compliqué. Aujourd'hui, nous avons de ce fait une crise des vocations pour les officiers de police judiciaire. Il y a quand même une réforme qui tend à accélérer le déroulement de carrière des officiers de police judiciaire, du corps d'encadrement d'application, mais je ne suis pas certain qu'à long terme, ça soit totalement bénéfique, puisqu'aujourd'hui, il y a une perte de sens du travail de policier. Nous faisons plus de l'abattage qu'un traitement qualitatif des procédures. Donc c'est la raison pour laquelle, depuis déjà quelques années, nous demandons à ce qu'un travail de simplification du Code de procédure pénale et de réécriture du Code de procédure pénale soit diligenté conjointement avec les policiers et les agents de justice et les magistrats. On demande un travail partenarial. Il faut peut-être mettre fin à l'entre-soi et voir les choses de façon un peu plus œcuménique et plus constructive, et qui demande un travail sur le long terme, en dehors des effets d'annonce. Donc le police bashing initié par quelques responsables politiques, je mets le mot responsable entre guillemets, ne cesse de prospérer. Donc voilà, nos collègues sont vilipendés, ils sont lynchés jusque dans la sphère privée. Donc, il y a quelques années, la plupart des fonctionnaires de police qui ne pouvaient pas habiter sur leur circonscription, puisque travaillant dans des agglomérations au loyer exorbitant, donc faisaient le choix contraint de travailler à 1 heure de route de chez eux. Et quand bien même ceux qui travaillent dans des agglomérations ou des petites villes de province au loyer plus accessible pourraient y habiter, eh bien, ils font le choix, aujourd'hui, de plus en plus, d'habiter à 1 heure de route de chez eux. Ça, c'est une problématique que nous demandons à nos dirigeants de traiter. Alors, il y a des partenariats qui ont été engagés avec la SNCF sur les lignes TER pour les fonctionnaires de police, afin de sécuriser les lignes, mais également de prendre en charge le coût que peut représenter le trajet travail-domicile pour les policiers. Mais peu sont éligibles, puisque beaucoup travaillent en horaire décalé. Donc nous demandons à ce qu'une réflexion soit engagée sur la prise en charge des péages autoroutiers sur le trajet travail-domicile des policiers. Donc comme je vous le dis, ça représente quand même une grosse part de leur budget mensuel, de dépenses mensuelles. Voilà, on demande quand même à ce qu'un travail soit diligenté à ce niveau-là. Je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Je vais céder la parole à M. Moreau, chargé de mission nationale pour le syndicat. Syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Tout à fait. Okay, donc, je vais compléter très rapidement le propos de Julien. Donc nous, le CSI est majoritaire au sein du corps de commandement de la police nationale. Je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de constats qui sont faits depuis longtemps, qui étaient posés dans le rapport de 2018, qui sont posés également dans le cadre du Beauvau de la sécurité, qui touchent notamment à l'encadrement, à la formation. Je ne vais pas refaire l'intégralité, simplement vous donner 3 exemples récents.
Déjà sur le logiciel de rédaction des procédures. On a un nouveau logiciel de rédaction des procédures qui s'appelle Scribe. C'est son nom, qui a été annoncé par l'ancien directeur général de la police nationale en novembre 2017. C'était M. Morvan à l'époque. C'est un outil qui est utilisé par l'ensemble des policiers au quotidien pour rédiger leurs procès-verbaux. Notre logiciel actuel, l'RP3, est obsolète, une ergonomie qui est difficilement accessible et qui complique le travail de nos collègues. Ce logiciel Scribe avait été annoncé en 2017 avec un objectif de déploiement dans les services en 2019. Bon, nous sommes en 2021 et nous n'avons toujours pas de nouvelles. Notre organisation avait fait un tract qui s'appelait Scribe ou Momie. Malheureusement, on pourrait reprendre le trait d'esprit aujourd'hui puisque nos collègues attendent ce logiciel qui doit leur permettre de gagner du temps au quotidien. Et pourtant, malgré ce chantier qui a été lancé en 2017, ils ne voient toujours rien venir. Deuxième exemple, en matière de ressources humaines. Si tout simplement les services de la DRCPN et l'ensemble des services de ressources humaines étaient en capacité, avec suffisamment de moyens humains, de moyens informatiques, pour fonctionner correctement et garantir des mouvements de mutation, des arrêtés qui soient pris au moment des prises d'échelon dans des délais décents, on diminuerait déjà les risques psychosociaux, les fameux dont on parle régulièrement pour parler de ce qui concerne le corps de commandement. Notre dernier mouvement général de mutation, le télégramme, qui est le message, vous savez, qui officialise les mutations et les changements de poste, est tombé le 30 avril pour une prise de poste qui était théoriquement au 1er mai, c'est-à-dire le lendemain. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'administrations où on se retrouve à avoir une officialisation des mouvements de mutation dans des délais aussi brefs, qui évidemment laissent peu de temps à nos collègues pour s'organiser et pour organiser leur vie familiale qui va avec. Et dernier exemple, dans la revalorisation de la filière judiciaire, encore une fois, je vais aborder un sujet qui concerne aussi les officiers et les commissaires de police. Il n'y a aucune prime judiciaire, il n'y a rien qui valorise l'exercice au niveau de l'encadrement dans la filière judiciaire, alors qu'on a également un problème d'attractivité sur les postes d'officiers et de commissaires dans les services judiciaires, qu'il s'agisse de commissariat ou des services de PJ, alors même que dans le même temps, les officiers de gendarmerie, eux, voient leur qualité d'officier de police judiciaire valorisée et l'exercice de missions judiciaires valorisées. Donc une fois encore, on s'interroge sur la parité entre police nationale et gendarmerie à ce niveau-là. Pour ce qui est du projet de loi justice, on pourra y revenir dans le cadre de nos échanges. Nous avons adressé un courrier à l'ensemble des parlementaires après notre rassemblement du 19 mai qui revenait sur les dispositions qui nous inquiètent. C'est le cas, vous le savez, de la présence de l'avocat en perquisition qui est issu d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale. Nous espérons au SCSI qu'à l'issue du parcours législatif du texte, cette disposition ne sera plus appliquée et ne sera plus imposée aux officiers de police judiciaire et aux magistrats parce qu'elle pose des questions, y compris très pratiques de sécurité, par exemple, comment va-t-on assurer la sécurité de l'avocat, de son véhicule dans un certain nombre d'endroits où nous sommes amenés à perquisitionner, où nous sommes équipés avec des gilets pare-balles, avec des policiers qu'on peut laisser pour garder notre parc automobile. Ce ne sera pas forcément le cas pour les avocats, donc ça pose énormément de difficultés, en plus de venir encore alourdir la procédure pénale et les contraintes qui pèsent à la fois sur les enquêteurs et sur les magistrats. Concernant l'enquête préliminaire, on s'interroge sur le devenir, en fait, au bout des 2 ans, des enquêtes qui n'auront pas pu être traitées. Je pense aux dossiers qui sont attribués à un officier de police judiciaire ou à un enquêteur dans un service qui va partir en mutation, qui malheureusement, vu l'état des ressources humaines, ne va pas toujours être remplacé. Que vont devenir ces dossiers qui n'auront pas pu être présentés à un parquetier pour faire l'objet d'une décision sur l'orientation de la procédure? C'est vrai que ça nous pose question. Et sur les crédits de réduction de peine, c'est quelque chose, on est évidemment assez favorable à ce que les réductions de peine soient limitées par rapport à ce qui était possible pour tous les agresseurs de personnes dépositaires de l'autorité publique. C'est quelque chose qui va dans le bon sens, mais dans le même temps, ce projet de loi envoie d'autres signaux qui sont assez négatifs. Je pense notamment au fait, en cour d'assises, pour entrer en voie de condamnation en première instance, d'être obligé de passer de 6 à 7 voix sur 9 au sein du jury. C'est quelque chose qui nous interpelle. Et c'est vrai qu'on discute, on nous a parfois accusés d'opposer police et justice. Nous, on pense qu'on fait partie d'une même chaîne pénale. On discute notamment avec l'Union syndicale des magistrats, qui est l'organisation majoritaire chez les magistrats, et c'est des choses qui nous interpellent, je crois, tous. Mais je ne veux pas être plus long, je répondrai si jamais il y a des questions sur ces points. Merci. Monsieur. Oui, je vais juste essayer de compléter, parce que je pense que l'essentiel a déjà été énoncé. Peut-être vous présenter, s'il vous plaît. Moi, je vois votre nom, mais... Pascal Yakovlev, je suis secrétaire national Alternative Police, en charge de l'investigation et du renseignement.
C'est bon. Donc, juste pour poursuivre un petit peu rapidement ce que mes collègues viennent d'énoncer. Donc, en effet, pour les OPJ ou les APJ en investigation, on a un véritable problème. On constate une fuite de l'investigation depuis des années, une véritable désaffection. On a également du mal à fidéliser les collègues, à tel point qu'aujourd'hui, on met en investigation des sorties d'école. Là où il faudrait des gens plutôt expérimentés. Les droits de la défense qui ont été systématiquement renforcés depuis une vingtaine d'années n'ont pas été faits en consultant les fonctionnaires de police de base qui, justement, ont à traiter les procédures au quotidien, ce qui fait qu'aujourd'hui, la machine, elle est bloquée. C'est-à-dire que les procédures ne sont plus traitées. On ne peut pas traiter, on doit prioriser malheureusement les procédures. Une grande partie n'est pas traitée. Les magistrats se déplacent dans les commissariats pour faire un tri sélectif. Et donc ça nous pose un véritable souci. Aujourd'hui, donc, les droits de la défense renforcés également par la présence de l'avocat en garde à vue. Nous, tout ce qu'on constate, c'est que 80% du temps de garde à vue, c'est du formalisme. On travaille véritablement 20% sur le fond du dossier. Donc, si on n'augmente pas le temps de délai initial de la garde à vue, on ne sait pas comment on va pouvoir continuer, à moins que les magistrats reprennent les auditions par derrière. Voilà ce que j'ai apporté. Je répondrai aux autres questions plus particulières. Merci, monsieur. Je vous propose qu'on prenne une équipe des personnes qui sont en visio. Je ne sais pas qui souhaite s'exprimer. Le monsieur qui lève la main. Très bien, allez-y. Oui, bonjour. Jérôme Moisan, secrétaire national unité FGP Police et Faux. D'accord. Tout d'abord, une question de forme. Nous, sur la convocation à ces travaux de votre commission, il nous a laissé d'autre choix que de participer par visioconférence et on réalise qu'on a des camarades qui sont en présentiel, on ne comprend pas bien. Mais ça n'est pas le plus important. Sur le fond, les policiers vont pas bien. Alors, notre organisation représente essentiellement, voire exclusivement, les gardiens gradés, les adjoints de sécurité et les personnels administratifs, techniques et spécifiques. Le moral n'est pas bon. Vous nous interrogez sur les difficultés rencontrées par les policiers à l'occasion de leur mission. Elles sont multiples. D'abord, un souci d'autorité à l'occasion de leur mission. Leur autorité est bafouée, piétinée. Je parle des refus de se soumettre au contrôle, aux vérifications, des refus d'obtempérer, de l'entrave à leur action à l'occasion d'autres contrôles ou d'autres vérifications sur la voie publique, des outrages, des violences volontaires et malheureusement, on l'a vécu récemment, voire pire. Ils sont aussi soumis à un stress, à une certaine précarité. Le code de déontologie, et c'est bien normal, est très exigeant envers les policiers. Et de ce fait, c'est sûrement la corporation qui est soumise à le plus de sanctions disciplinaires. Pour d'autres raisons, c'est sûrement aussi une des corporations qui est le plus soumise à l'action de la justice. Ils sont soumis à des violences, ils sont soumis à ces violences en service, ils sont soumis à ces violences hors service, eux et leurs proches. Ils sont soumis à des violences dans le service. Et ça fait aussi partie de nos préoccupations. Socialement, on a tendance à nous dire que c'est le métier qui veut ça, mais les collègues sont soumis à des charges de travail assez importantes. Tout ça a des horaires atypiques, fluctuants, mouvants. Il n'y a pas de sanctuarisation de leur temps de repos, que ce soit les week-ends ou les repos de cycle quand il s'agit de collègues en régime cyclique. Il n'y a pas de sanctuarisation de leur temps de congé, puisqu'on avait un dispositif de prévisionnel de congé qui marchait plus ou moins bien jusqu'il y a peu, mais l'opérationnalité prenant le pas, il est de plus en plus difficile pour nos collègues d'avoir de la perspective sur leur congé à venir et du moment de respiration à partager en famille ou entre amis. Voilà, tout ça dans une absence quasi sans faire d'amalgame, quasi systématique de soutien dans leur service au sein de l'institution. Voilà un peu ce qui, en dehors de la mission, de la confrontation à la violence, la précarité, la mort à l'occasion de leur action, peut conduire les policiers dans l'état d'esprit qu'elles ont. Je laisserai Yann Bastière qui m'accompagne vous faire rapidement un petit topo sur le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Juste, vous nous avez aussi interrogé sur le projet d'états généraux de la justice. Eh ben nous, on l'appelait de nos voeux. D'ailleurs, notre secrétaire général, Grégory Joron, a partagé 2 tribunes dans la presse avec la secrétaire générale d'unité magistrat force ouvrière pour appeler à la tenue de ces états généraux. Il y a clairement un problème
de réponse pénale, notamment, c'est ce qui nous concerne au premier chef, en termes de réponse pénale à l'égard des auteurs d'infractions envers les policiers. Donc, il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on avance sur ce terrain-là. Et puis, plus globalement, on a un vrai souci avec l'évolution de la justice. Là où il y a 30 ans, l'aménagement de peine était l'exception et l'emprisonnement était la règle pour les délits ou crimes, eh ben, on réalise que maintenant, l'emprisonnement est devenu l'exception et l'aménagement de peine la règle. Ça, c'est l'effet de dispositions accumulées, notamment celles de Mesdames Taubira et Mesdames Belloubet. Il faut vraiment qu'on revienne à quelque chose de plus efficient. Nous, on fait un constat. La sanction pénale, elle a vocation à punir, à réparer et, cerise sur le gâteau, à réinsérer les auteurs d'infractions. Eh ben, le constat qu'on fait, c'est qu'à l'heure actuelle, la sanction pénale n'a plus aucune de ces trois tâches. Donc, il y a sans doute un problème de moyens, on entend, les moyens carcéraux sont ce qu'ils sont. Alors, sans doute que la justice ait d'autres moyens, notamment administratifs au travers des greffiers et du reste. Sans doute que les moyens de la justice doivent être améliorés, doivent être amplifiés. En attendant ça, on n'a aucune garantie que ça puisse arriver dans des délais assez brefs. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est que la justice elle soit un peu plus chirurgicale, qu'on s'entende, qu'il y ait un débat public sur ce que la société ne veut plus, les féminicides, les atteintes aux policiers, les atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique de manière générale, et que toutes ces infractions, elles soient ciblées par la justice de manière systématique pour qu'on s'en sorte et qu'on passe aux infractions suivantes. Voilà, je vais laisser la parole à Yann Bastière pour ce qui concerne le projet de loi pour l'amélioration de l'institution judiciaire. Je vous remercie de m'avoir entendu. Merci, monsieur. Peut-être avant que votre collègue intervienne, vous dire simplement que la distinction entre ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en visio répond aux conditions de jauge que l'on doit respecter au sein de l'institution sénatoriale. Après, je ne sais pas comment les choses se sont organisées entre les uns et les autres, mais sachez qu'en aucun cas, il n'y a plus d'importance pour les uns ou pour les autres, ou moins d'importance pour les uns ou pour les autres, et que nous entendons bien ce que vous dites. En plus, on entend fort et clair, parce que le son marche très très bien, et on vous voit parfaitement. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, et puis il y aura d'autres occasions de venir au Sénat, j'imagine. Monsieur. Mais nous n'aurions jamais supposé le contraire. Bonjour, monsieur Yann Bastière, délégué national en charge de l'investigation pour l'ITSGP Police. Donc, je vais me recentrer sur la loi confiance dans l'institution judiciaire, dont le projet de loi a été étudié dernièrement à l'Assemblée nationale et qui arrive, comme vous venez de le préciser, à l'étude au Sénat très prochainement. Alors, vous nous aviez orienté sur certains articles. L'article 2 sur la réforme de l'enquête préliminaire, je ne vais pas reprendre la plupart des propos de mes collègues précédemment, pour lesquels nous sommes totalement d'accord. L'article 9 sur les remises de peine, là, c'est un petit peu plus, ça dépend, même si on vient de vous l'expliquer, l'application de la peine nous importe beaucoup. Sur ces remises de peine, on est sur la phase juridictionnelle, on espère bien que la justice fera son œuvre. Mais là, on voit qu'il y a des quelques petites remises de peine, mais c'est très à la marge. Nous, ce qui nous importe aussi beaucoup, c'est qu'une partie de l'article 3, effectivement, avec l'amendement 814, qui n'était initialement pas dans ce projet de loi. Et on y voit vraiment, et dans de nombreux articles de ce projet de loi, on y voit vraiment une défiance envers les enquêteurs. C'est ce qui ressort des premières remontées de terrain. Mais qu'est-ce qu'on nous veut ? Nous le répétons, nous souhaitons tous, nous sommes des ouvriers de la procédure pénale. Les enquêteurs du corps d'encadrement et d'application sont le gros des troupes. Aujourd'hui, c'est eux qui œuvrent, c'est eux qui interpellent, oui, et qui enquêtent de moins en moins. Je reprends mon collègue, 80% des actes d'une procédure sont des actes de forme au quotidien dans la délinquance dans les délinquances de masse. Donc ça, il faut y trouver un remède, et notamment dans le cadre d'une réforme de la procédure pénale. Ce n'est pas ce qu'on est en train de voir dans ce projet de loi de confiance dans l'institution judiciaire. Cette présence de l'avocat en perquisition sur un acte qui est déjà initialement très chronophage. Déplacement à l'extérieur des locaux de police. Se projeter à plusieurs kilomètres. Et ensuite, l'arrivée de l'avocat, mais lorsqu'on parle de la forme, là, ça n'en finira pas. Nous sommes entretenus dernièrement avec le directeur de la police judiciaire de la PP, M. Saint, qui nous donnait des exemples avec des procédures, puisque ce format-là existe déjà en Suisse, avec des perquisitions qui peuvent durer, il y en avait une qui était en cours, un peu plus de 36 heures. Donc, lorsqu'on est sur des délais contraints de la garde à vue, je reprends,
sur 48 heures de garde à vue, vous imaginez vite où ça peut aller. Une perquisition en matière de stupéfiants, certes, on est sur des 96 heures de garde à vue, mais va pouvoir prendre beaucoup de temps. Ce qui va rester effectivement pour l'enquête elle-même, pendant ce délai de garde à vue, cela nous inquiète. Et là, on voit vraiment de la défiance en plus de la complexification. De nombreux éléments sur cette loi de justice viennent nous montrer que le futur de l'enquêteur sera de plus en plus compliqué. Et pour reprendre les propos déjà évoqués, la crise des vocations dans cette filière qui est très marquante ces dernières années, avec une réforme qui n'aboutira pas, les pistes explorées actuellement par notre administration ne sont certainement pas les bonnes. Le SCSI vient de réclamer une prime d'encadrement judiciaire. J'ose même pas vous parler de l'augmentation de 18 € dont vont bénéficier, peut-être, c'est au 1er janvier, l'arrêté n'est toujours pas publié, les enquêteurs. Ça fait rire tout le monde. Rire jaune, certes, mais ça fait rire tout le monde. Donc, messieurs les sénateurs, vous pouvez entendre qu'il y a dans la filière d'investigation une grogne sourde qui pourrait finalement mener à une perte de confiance, là aussi, dans l'institution judiciaire. Si aujourd'hui, et là, on revient sur les états généraux de la justice, une prise en compte d'une procédure pénale totalement obsolète, hors d'âge, avec des briques qui sont empilées les unes après les autres, celle-ci, l'amendement 814 en est une de plus. Si aucune prise en compte rapide de cette procédure pénale hors d'âge ne vient pas sur le devant de la scène, l'avenir de l'investigation dans la police nationale est plus que sombre. Donc, c'est vrai que nous appelons de nos voeux une étude d'impact de toutes ces réformes sur le terrain, plutôt que des dogmes qui viennent. Cet amendement 814 qui va vous arriver, messieurs les sénateurs, à l'étude, nous ne doutons pas que vous alliez apporter la plus grande importance, même si sur la loi de justice 2018-2022, cette proposition était venue vous rang. Aujourd'hui, elle vient chez vous. Sachez que dans les rangs des enquêteurs de la police nationale, c'est extrêmement mal perçu, du bas du spectre jusqu'au haut du spectre, parce que c'est tellement chronophage. Déjà, comme je viens de vous le dire, l'acte de perquisition, s'il venait encore à se complexifier, beaucoup se demandent comment on fera demain. Voilà pour les premiers points que je voulais vous apporter. Merci, monsieur. On va revenir aux représentants des syndicats qui sont en présentiel. Peut-être madame ? Merci, monsieur. Linda Buquet, conseiller technique Synergie Officier. Je suis aujourd'hui accompagnée de Benjamin Iseli, secrétaire national. Je vais essayer de ne pas être redondante, puisqu'un certain nombre de choses ont d'ores et déjà été dites et précisées. Mais j'aimerais revenir néanmoins effectivement sur un point précis, à savoir le climat véritablement délétère dans lequel nos collègues travaillent quotidiennement, un climat de violence. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un événement qui défraie la chronique. Tout le monde malheureusement en fait le constat, mais rien ne change. Nous pensons réellement que la plus grande difficulté, c'est qu'il n'y a pas effectivement de reconnaissance de l'autorité des forces de police, et ce, en raison finalement d'une réponse pénale qui n'est pas assez efficace, ou en tout cas pertinente, à tel point qu'on a un phénomène véritablement, un sentiment d'incompréhension au sein des rangs de la police nationale lorsque des enquêteurs s'investissent au cours d'une enquête judiciaire, identifient les auteurs notamment de violences policières, réussissent à les interpeller, et que finalement la réponse pénale n'est pas à la hauteur des faits en tout cas constatés et relevés. Je fais le parallèle avec les états généraux effectivement de la justice. Pour l'instant, on ne peut pas en dire ce qu'il en ressortira, mais on en appelle de tous nos voeux à une célérité et à une sévérité de la justice, notamment pour ce type de faits. Le deuxième point sur lequel j'aimerais également insister, on en a beaucoup parlé déjà, c'est effectivement cette crise du judiciaire qui ne suscite plus aujourd'hui de vocation. Un certain nombre de projets ont vu, ou en tout cas ont été proposés, notamment en termes de simplification de la procédure pénale, mais là encore, ce n'est pas à la hauteur des attentes des policiers. Je vais vous donner un exemple. Un certain nombre de circonscriptions au sein de la préfecture de police vont être sites pilotes quant au projet d'oralisation d'une partie de la procédure pénale, notamment sur la garde à vue, qui effectivement qui nécessite en tout cas un certain nombre de formalismes et est assez chronophage pour l'enquête. Et on se rend compte finalement que ce projet, encore une fois, à voir ce qu'il donne dans les faits, mais on a déjà beaucoup d'a priori, puisqu'il s'agira finalement de lire à l'interpellé ses droits, donc ces 3 pages à lire, enregistrer, avec un CD qui devrait être placé sous scellé. Donc au final, le gain de temps est inexistant.
Donc on s'inquiète véritablement là aussi, et les policiers, je pense, ont droit au chapitre, on voit au chapitre en tout cas, à faire un certain nombre de propositions pour simplifier aujourd'hui leur quotidien, notamment dans le domaine judiciaire. Monsieur? Non? Très bien. Passez votre tour. Alors, en visioconférence, je vois un bras qui s'est levé. Allez-y, monsieur. Oui, alors Frédéric Lagache, délégué général Alliance, accompagné de Stanislas Godon, qui prendra la parole juste après un liminaire très rapide de 3 minutes sur la difficulté rencontrée par les policiers que vous connaissez aussi bien que nous, puisque bon, ça a été rappelé tout à l'heure, il y a eu plusieurs commissions sur le sujet qui ont rappelé ces difficultés, la menace terroriste, la pression migratoire, la radicalisation des mouvements sociaux, auxquels on peut rajouter l'application des règles sanitaires, et parler également, parce que ça a été dit, de l'augmentation de la délinquance. Bon, cette pression a conduit depuis plusieurs années à une augmentation, on le sait tous, et vous le savez également, des heures supplémentaires. Ça a conduit aussi à une hyper-vigilance de nos collègues qui a amené à un épuisement aussi de l'ensemble des forces de l'ordre. Et il a noté aussi que cette pression a eu pour conséquence, ça a été dit aussi, donc je vais aller assez vite, que nous sommes devenus les cibles de tous les acteurs qui ne veulent plus voir tout simplement les forces de l'ordre dans ce pays. Aujourd'hui, le seul fait d'incarner l'autorité, quelle qu'elle soit, vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, qu'on peut être policier, on peut être élu, on peut être aujourd'hui instit, on peut être pompier. Nous incarnons tous, enfin toutes et tous, l'autorité. Et le fait de l'incarner suffit à lui seul d'être la cible de la délinquance au quotidien, on le voit tous les jours, la cible aussi des terroristes, on le sait pertinemment avec toutes les affaires dramatiques que nous avons pu vivre, la cible est là aussi de certains, fort heureusement pas une majorité, certains hommes politiques, ou certaines femmes, peu importe, de certaines associations, de certains journalistes, au point qu'aujourd'hui, le policier, c'est pas nouveau, mais c'est renforcé, il doit se cacher on va dire, de sa fonction afin d'éviter d'être visé dans le cadre de sa vie tout simplement citoyenne. Il doit se protéger lui-même, mais il doit aussi protéger sa famille. Je le rappelais tout à l'heure, aujourd'hui, pas un policier peut dire que ses enfants peuvent dire à l'école qu'ils sont des enfants de père ou mère de policiers, au point que systématiquement il est visé. Je terminerai mon liminaire, mes propos, comme j'ai dit tout à l'heure, que Stan va poursuivre. Aujourd'hui, si on veut faire diminuer la délinquance, et je crois que c'était les propos de notre manifestation intersyndicale, et vous l'avez rappelé, où quand même, en peu de temps, je crois que c'était en une semaine, plus de 35 000 personnes, que ce soit policiers ou citoyens, se sont rassemblés. Il y a plusieurs facteurs qui, à notre sens, sont essentiels. C'est qu'il faut une cohérence, et ça a été rappelé lors de cette manifestation, et vous l'avez dit tout à l'heure, je pense qu'il faut une cohérence entre l'action du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire nos collègues tous les jours, ceux qui identifient les délinquants, qui rassemblent les preuves, et ensuite qui présentent ces individus aux magistrats, et vous doutez bien où je veux en venir, et le ministère de la Justice, ceux qui vont faire appliquer la loi. Et dès lors où les faits sont constitués, on note quand même parfois, et très souvent par ailleurs, une incompréhension par rapport à l'application de la loi, qui a valu l'objet de cette manifestation et qui a fait l'unanimité dans le cadre des syndicats de police et d'administratifs par ailleurs, et qui a fait que nous étions nombreux et aussi, on va dire, compris de la population, puisque derrière tout ça, un sondage, on ne peut pas, on va dire qu'il a pu être manipulé par une quelconque organisation syndicale, a dit que les citoyens de ce pays avaient plus confiance en leur police qu'en leur justice. Donc, à un moment donné, lorsque la démocratie s'exprime, je pense qu'il y a des choix à faire et des choses à dire.
Ensuite, il faut, dans ces attendus, bien évidemment, mais ça a été rappelé, mais on ne va pas rentrer dans le détail tout à l'heure peut-être, des policiers motivés, aussi bien par leur pouvoir d'achat direct ou leur pouvoir d'achat indirect, parce que je vais résumer ça. Comment peut-on vivre décemment et appréhender notre métier sereinement avec 2 000 € par mois dans une ville, on pourrait citer de nombreuses villes de province, où il faut aller chercher des loyers à 1 200, ce qui reste 800 € pour pouvoir faire le reste. Je ne suis pas persuadé que ni vous, ni moi qui suis en fin de carrière, mais en début de carrière, pourrions assumer une carrière et appréhender le métier, on va dire, sereinement. Et je terminerai aussi par des conditions qui sont importantes, et ça fera l'objet, je pense, d'interrogations, au-delà d'une action cohérente entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, que sont des textes, on va dire, et des règlements et des lois adaptées. Je ne vais pas revenir sur l'actualité en ce moment des rodéos, loi sur les rodéos. La procédure pénale, ça fait, depuis que je suis syndicaliste presque, qu'on entend parler de l'aménagement, ou l'allègement, pardon, de la procédure pénale pour que enfin nos collègues enquêteurs passent plus de temps, on va dire, à enquêter qu'à faire de la paperasse. Donc, ça a été dit, je me rappelle certaines manifestations où vous avez promis monts et merveilles sur l'allègement de la procédure pénale. Je me rappelle une dernière, d'ailleurs, c'était à Place Vendôme, lieu aussi symbolique. Il n'a pas, par ailleurs, appelé à autant de polémique que notre dernière manifestation, mais qui était aussi symbolique sur le choix. Et pour en arriver aujourd'hui à un alourdissement de la procédure pénale. Donc, à un moment donné, je crois que les choses sont dites, mais les choses ne sont jamais faites ou peu faites. Et pour terminer, par une loi qui était sur la sécurité globale, quand on parle de la difficulté du métier et que le policier peut être la cible, et on l'a vu dans le cadre des attentats terroristes, c'est le floutage, l'anonymisation du policier dans le cadre de ses missions. Chose que tout à chacun, on a pu évoquer à multiples reprises dans les différentes commissions, qu'elles soient à l'Assemblée nationale, qu'elles soient au Sénat, et malheureusement, parfois peu entendu, même si sur le coup, on nous dit souvent, en aparté bien évidemment, que nous avons raison. Bon, voilà un petit peu rapidement sur le liminaire, et je vais laisser la parole, si vous me permettez, bien évidemment, à Stan Guedon sur l'ensemble de ces aspects que j'ai balayés assez rapidement. Très bien, merci. Oui, alors on souhaiterait en fait évoquer deux sujets. Évidemment, dans les difficultés au quotidien, dans l'exercice des missions, vous l'aurez compris, et dans la bouche de syndicalistes, si on ne parlait pas des conditions de travail et notamment des moyens qui sont alloués aux forces de sécurité, eh bien, il faudrait qu'on change effectivement de mandat. Alors, je tiens à rappeler que le budget de la police nationale, c'est un budget déséquilibré, vous le savez, 90% de masse salariale, et qui s'est fait au détriment en fait de l'investissement et du fonctionnement, qui n'ont perdu juste que 130 millions d'euros en l'espace de 3 ans. Ce n'est pas rien, parce que combien de voitures en moins, combien de rénovations immobilières en moins, combien d'ordinateurs en moins, et tous ces éléments-là font que au quotidien, du coup, le policier se retrouve entravé parce que pas assez d'ordinateurs, parce que des véhicules qui ont dépassé le kilométrage par rapport au renouvellement, de l'immobilier qui tombe en décrépitude, et quand vous accueillez des victimes, quand vous travaillez 365 jours dans un quotidien qui est complètement délabré, croyez-moi, ce n'est pas facile. Donc, il faudra effectivement revenir sur ce budget de la police nationale, c'est un élément important. Je mettrai de côté le budget 2021 qui a été mis en fait sous perfusion grâce au plan de relance. J'ose espérer que 2022 ne fera pas partie des budgets qui seront en baisse encore pire par rapport aux ceux qui ont précédé, et que vraiment on aura mis un peu d'ambition dans les moyens alloués aux forces de sécurité. Et enfin, l'autre moyen dans les conditions de vie et de travail des policiers, ça a été évoqué par plusieurs interlocuteurs, les moyens réglementaires, juridiques. Souvent, il y a des efforts qui sont faits pour écrire des textes, mais souvent ces textes sont entravés, alors parfois par un exercice parlementaire de la navette, parfois par des décisions du Conseil constitutionnel.
Parfois, le Conseil d'État qui nous met un coup d'arrêt sur certaines dispositions intéressantes pour les collègues. Je pense par exemple à l'engagement pour les forces mobiles, pour les collègues qui sont en maintien de l'ordre. Je pense aux décisions constitutionnelles par rapport à la protection des policiers lorsque leur visage est diffusé sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'il faudrait vraiment qu'on ait l'ambition d'aller jusqu'au bout pour réellement donner les moyens juridiques et réglementaires aux policiers de pouvoir exercer sereinement leur quotidien. Si tout le monde l'a dit, le policier va mal dans son quotidien, il a malgré tout cette super motivation pour protéger les personnes et les biens, pour parfois faire des heures supplémentaires tous les jours, être rappelé le week-end, mais il n'empêche qu'au bout du bout, c'est lui qui est en souffrance parce qu'il a l'impression d'avoir cette perte de sens du métier. Je ne reviendrai pas sur la procédure pénale, ça a été longuement évoqué, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses qui ont été annoncées qui n'ont pas été faites. Je pense à toute la partie numérique. Je m'interroge d'ailleurs sur un certain budget qui nous avait pris quand même pas loin de plus de 100 millions d'euros pour faire la direction du numérique. Quand on voit que le logiciel Scribe n'est toujours pas, je dirais, efficace et opérationnel dans les rangs de l'investigation, il y a quand même des questions à se poser sur les moyens qui sont allés aux forces de sécurité. Enfin, dernier élément, et pas des moindres, c'est la chaîne pénale. Alors, si effectivement les policiers travaillent bien avec les magistrats dans le cadre des enquêtes, quels que soient d'ailleurs les cadres d'enquête, sur la réponse pénale et le bout de la chaîne pénale, eh bien, je vous invite à regarder un tableau qui d'ailleurs fait partie d'un rapport du Sénat sur la loi sécurité globale, où sur 3 ans, il a été fait état de toutes les agressions à l'encontre des policiers, donc des personnes dépositaires d'autorité publique, des fonctionnaires exerçant des missions de service public et des sapeurs-pompiers. Et quand vous regardez les taux d'emprisonnement prononcés sur 3 ans, quand vous regardez les quantums de peine qui sont prononcés, eh bien, je rejoindrai le verdict du Sénat qui a dit qu'on s'aperçoit qu'il y a un fossé entre les peines encourues et les peines prononcées. Et je ne vous parle même pas des peines exécutées parce que là, ça irait encore beaucoup trop loin dans, je dirais, ce constat qui fait qu'à la fois les policiers ne comprennent pas cette chaîne pénale, ne comprennent pas l'aboutissement de leur travail et aussi, parce qu'il faut le rappeler, les citoyens qui ne comprennent pas et qui, du coup, je rappelle, moins d'un Français sur 2 fait confiance en la justice. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, je crois qu'il faudra vraiment qu'on ait le courage de donner, je dirais, une impulsion, parce que si effectivement tout le monde sera d'accord sur la séparation des pouvoirs, il n'empêche que la politique pénale, elle se conduit, elle s'instruit, elle s'impulse, et seul le garde des Sceaux peut le faire. Ça peut se faire en corrélation avec les policiers. Certes, parfois, on nous a reproché de ne pas donner tous les éléments dans les enquêtes, mais si on ne donne pas tous les moyens aux policiers de mener des enquêtes, eh bien, les taux d'élucidation, effectivement, peuvent être compliqués à gérer. Donc, je crois que cette chaîne pénale, dans sa globalité, il faudra qu'elle soit prise en compte par l'ensemble des acteurs. Et vous, législateurs, vous êtes un des acteurs qui peuvent nous aider. Et nous vous en remercions si vous avez effectivement cette volonté de nous aider dans l'écriture de ces textes si importants dans la navette parlementaire. Merci, monsieur. Sachez que la commission des lois a beaucoup de regrets sur le texte sécurité globale, même s'il s'est beaucoup investi pour rédiger un certain nombre d'articles. Alors, qui ne s'est pas exprimé? Monsieur Maigret, je crois, c'est ça? Allez-y, monsieur. On ne vous entend pas. Là, vous m'entendez mieux. Ah, ça marche, très bien. Peut-être. Très bien. Oui, vous pouvez vous représenter, s'il vous plaît. Merci à vous. Je représente les commissaires de police, le syndicat indépendant des commissaires de police. Très bien, merci. Je vais être le plus court possible et essayer de ne pas être redondant avec ce qu'ont pu dire les représentants des autres associations, des associations professionnelles, puisque de toute façon, malheureusement, sur ce sujet, nous sommes tous unanimes. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise profonde de la police nationale qui ne fait que répondre à une crise profonde de la société française qui aujourd'hui subit énormément de violences, qui aujourd'hui constate que ces violences sont de plus en plus graves, qui constate également que ceux qui les commettent bénéficient, au-delà de l'excuse, de l'impunité la plus totale, et une société qui s'inquiète. Nous sommes aux premières loges et nous sommes ceux qui, si vous me permettez l'expression, contribuent à en prendre le plus au quotidien plein la tête. Je m'explique. Nous avons manifesté il n'y a pas longtemps, suite à des événements plus que dramatiques, où 2 de nos collègues dans 2 endroits différents avaient été lâchement assassinés.
nous avions déjà manifesté il y a quelques temps pour signaler qu'on avait des grosses difficultés. La réponse, au-delà du petit bal médiatique du gouvernement, elle est inexistante. Elle est inexistante parce qu'aujourd'hui, on est coincé avec un certain nombre de principes. Ça a été rappelé qu'on ne peut rien demander à la justice et que la justice n'a pas à rendre des comptes ni à la communauté nationale, ni aux élus, ni à son ministre. Donc on a une grosse difficulté. Et de l'autre côté, on a des policiers qui sont régulièrement attaqués, leurs familles qui sont régulièrement stigmatisées. On a été amené ces dernières années à développer aussi des plans pour lutter contre les suicides qui se multipliaient dans notre institution. Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, la situation, elle est grave, mais elle serait presque... elle pourrait faire sourire si ce n'était pas si grave, si on faisait le comparatif avec cette fameuse manifestation où le jour même où on expliquait quelles étaient les difficultés de nos métiers, on avait tout un tas de gens qui sont venus. On a eu du citoyen lambda, mais on a eu aussi les élus qui sont venus, des parlementaires de tous bords. J'insiste là-dessus, de tous bords. Et en même temps, le soir même, on a voté des dispositions pour entraver nos missions. Je pense à la disposition sur la perquisition. Mais au-delà de l'entrave à nos missions, ce sont des dispositions qui ont été votées qui soulignent la méfiance vis-à-vis de l'action des forces de l'ordre. Parce que faire participer un avocat à une perquisition qui est déjà soumise à un certain nombre de règles de forme, c'est estimer qu'aujourd'hui, les policiers et les gendarmes qui les mènent au quotidien font n'importe quoi ou sont liberticides. Donc, c'est une façon de reprendre d'une main ce qu'on essayait symboliquement de nous donner d'une autre quand on manifestait à nos côtés. Et là, on a une grosse difficulté. Et vous savez tous, malheureusement, que même si les travaux éclairés de votre commission au Sénat essayent d'en édulcorer un certain nombre de conséquences funestes, ce genre de réforme au nom des libertés conservera toujours quelque chose. Or, ce quelque chose aujourd'hui est devenu totalement insupportable pour ceux qui sont chargés de faire respecter la loi et les règlements dans ce pays. On le voit tous les jours sur les chaînes d'information. On est amené à faire respecter tout un tas de prescriptions, y compris des couvre-feux et autres divers et variés. Et notre action, elle n'a plus de sens. Et notre action, elle n'est pas capable aujourd'hui d'être confirmée par l'étape suivante de la chaîne pénale. Et on a une institution à qui on demande régulièrement de se réformer. Quand on demande de réformer une institution, c'est qu'on estime qu'elle n'est pas assez efficace. Et on a toutes les institutions autour qui ne sont jamais réformées et qui ne s'interrogent jamais sur leur utilité réelle au service de la population. Donc malheureusement, on a un gros sujet. Ce sujet, aujourd'hui, il est porté du gardien de la paix au chef de service, aux directeurs centraux. C'est quelque chose qui fait sens. Ça veut dire que ce n'est pas juste du corporatisme, c'est un vrai sentiment d'abandon de la part des pouvoirs publics. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur. Il n'y a plus d'autres intervenants, je crois. Merci. On va laisser la parole aux collègues qui souhaitent s'exprimer, mais si je peux me permettre une ou deux questions. Sur le point particulier des perquisitions, est-ce que nous avons, ou est-ce qu'il existe, un certain nombre de statistiques sur des procédures qui auraient été annulées du fait d'un problème de légalité des perquisitions? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Bon. Parce que la question est d'importance. Enfin, la question peut avoir un intérêt de savoir. La présence d'un avocat au cours de la perquisition, on peut lui donner un sens ou pas de sens. Mais bon, on peut lui donner un sens. Mais le premier élément pour savoir si les choses se passent, on va dire, bien, ce qui vraisemblablement dans 90% des cas est le cas, les choses se passent bien, est-ce qu'on a déjà eu des recours face à des actes de perquisition qui ont entraîné des nullités de procédure? Auquel cas, qui aurait montré, c'est là où je veux venir, que la perquisition n'aurait pas respecté les règles.
Est-ce qu'on a cet élément-là d'appréciation qualitative du coup? Alors, quelqu'un lève la main. Allez-y, allez-y. Si je peux, monsieur, pour en avoir pratiqué quelques-unes dans ma carrière, la perquisition est très, très encadrée par les textes. Déjà, la présence dans les possibilités de l'enquête, la présence du mis en cause, du titulaire du logement, mais dans d'autres cas, ce sont des représentants légaux qui peuvent être présents, les parents, et en bout de course, quand il n'y a plus d'autre choix, 2 témoins qui ne sont pas des fonctionnaires de police, qui sont pris au hasard, des voisins, des passants. Ça m'est arrivé de prendre des passants dans la rue, de leur demander s'ils voulaient bien m'assister pour procéder à la perquisition. Donc, on s'encadrait déjà de nombreuses formes et de garanties quant à la légalité et aux bonnes choses et aux bonnes pratiques faites par les OPJ. Quand je vous parlais de défiance, cet amendement va exactement dans ce sens. C'est-à-dire qu'il répond un peu à votre question. Pourquoi est-ce qu'on a des vices de procédure? Alors, peut-être que quelques cas et quelques dérives peuvent être constatées, mais là non plus, ne faisons pas d'amalgame. Sur les réseaux sociaux, certains se félicitent de cet amendement, comme ça on arrêtera de voir des coups de couteau pour éventer des canapés. Mais c'est pas possible. Sur place, l'individu pourrait, parce qu'ensuite il est assisté par son avocat dans le cadre de sa garde à vue, pourrait dénoncer de tels comportements. Donc aujourd'hui, cet amendement qui vient, ne nous cachons pas que sur le haut du spectre et dans certaines formes d'infraction, ne vient que pour cadrer certaines choses. Lorsque je vous parle de ce qui se passe en Suisse et de ce qui se passait la semaine dernière, où on m'a relaté sur une perquisition, certainement sur des affaires très importantes. Je ne veux pas voir le contraire. Qu'il y avait sur place plus d'avocats que d'enquêteurs, c'est quand même assez affolant. C'est quand même affolant. Voilà. Merci, monsieur. Merci de cette précision. Je crois que M. Maigret avait levé la main, me semble-t-il. Je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est pour confirmer ce qui vient d'être dit. Et puis pour donner un autre éclairage, moi, il se trouve que je travaille actuellement en police judiciaire. Effectivement, il y a un certain nombre de conditions de forme. On a cité celle de base qui est la présence d'un officier de police judiciaire. On n'est pas officier de police judiciaire si on n'a pas été formé, si on n'a pas subi un examen pour lequel on a un certain nombre de magistrats qui s'engagent. On a des questions de forme, y compris des questions d'horaire, puisqu'on ne fait pas de perquisition la nuit, sauf autorisation spéciale d'un magistrat du siège. Mais il faut savoir quand même que, par-delà l'exemple un peu pittoresque de la Suisse qui est actuellement mis en lumière, aucun pays au monde ne pratique la présence de l'avocat en perquisition, pas même le pays des avocats, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, où pourtant les avocats sont extrêmement puissants, mais dans ce pays-là, on n'aurait pas l'idée de faire participer à un acte d'investigation un représentant d'une des parties. Parce que si on commence comme ça, on va essayer de faire participer aussi le représentant du parquet, ça va être un happening général pour savoir quand il faut être présent. Et puis surtout, les perquisitions, elles se passent aussi très tôt le matin. Or, très tôt le matin, à 6 heures du matin, je doute de la présence effective d'un certain nombre de gens, et donc il va falloir les attendre. Il va falloir passer une matinée là où on passait 2 heures. Il va falloir assurer des formes de roulement et un dispositif de sécurité excessivement lourd qui, dans les faits, conduira à ne plus perquisitionner certains endroits et donc à collecter moins de preuves et donc à assurer l'impunité d'un certain nombre de gens. Parce que, encore une fois, il faudra donner des adresses. Or, on est dans des systèmes où des fois on va d'un endroit à l'autre extrêmement rapidement parce que au cours d'une première perquisition, on trouve une deuxième adresse et puis on y va. Et là, donc, il y aura une lourdeur énorme. Et tout cela fait qu'il n'y a jamais eu de remise en cause de perquisition au motif qu'elles auraient eu lieu sans avocat. C'est une demande des avocats qui leur permet, pour les avocats commis d'office, d'être plus présents et d'être rémunérés sur un certain nombre d'actes supplémentaires au-delà de ceux des auditions actuellement pratiquées dans les commissariats. Merci, monsieur. Monsieur Jacolev, puis après, ce sera monsieur Leroy, puis monsieur Richard. Allez-y, monsieur. Oui, je voulais juste apporter un dernier élément, c'est l'article 56 en matière de saisie et scellé par rapport aux perquisitions qui nous pose un souci. Puisqu'en fait, le saisie et scellé, on doit le faire en temps réel. Maintenant, lorsqu'il y a énormément de matériel à saisir, il y a une exploitation qui est faite au service et l'article 56 prévoit le scellé provisoire. En revanche, pour les saisies scellées, ils doivent être faits et signés par toutes les parties qui ont assisté à la perquisition. Ce qui veut dire que l'OPJ
reste encore donc à la disposition de l'avocat le lendemain lorsque celui-ci sera disponible, ce qui nous pose également encore un gros souci. Bien, Monsieur Leroy. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais juste apporter deux précisions. La première, c'est sur le Beauvau de la sécurité, et la deuxième, sur le rapport sur l'état des forces de sécurité dont a parlé le premier intervenant. Donc, nous avons, dans le cas du Beauvau de la sécurité, où siègent tous les syndicats de police, vous êtes tous représentés, nous avons fait une table ronde exactement le 27 mai sur ce sujet police-justice, en présence du garde des Sceaux et du ministère de l'Intérieur. Durant 4h30, les élus ont eu la parole 20 à 30 minutes, l'ensemble des syndicats pendant 3 heures à peu près, et les ministres pendant une demi-heure à peu près. Donc je voulais vous dire, si vous ne le savez déjà, mais je suis convaincu que vos représentants au Beauvau de la sécurité vous en ont informé, tout ce que vous venez de préciser, de nous détailler, de nous apporter, ont été exprimés de façon très claire, très détaillée, tant au ministre de la Justice qu'au ministre de l'Intérieur. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que les ministres n'ont pas été informés de toutes vos préoccupations en ce qui concerne, si vous voulez, l'ensemble, que ce soit les perquisitions, que ce soit les gardes à vue, que ce soit tous vos problèmes dans la procédure pénale. Et je crois que ça a été bien entendu. Et je voudrais juste vous préciser que lors de mon intervention, quand j'ai compris que le garde des Sceaux me disait qu'il avait entendu parler de nos travaux, et je viens à la deuxième précision, puisque le rapport sur l'état des forces de sécurité que nous avons établi et remis à l'époque au Premier ministre, à Édouard Philippe, et au ministre de l'Intérieur, je crois que c'était Collomb, il me semble, ou son successeur, nous avons, pendant 6 mois, à 21 sénateurs, eu 481 auditions, 42 tables rondes, 18 déplacements terrain, et cette séance qui s'est passée en présence et sous l'observation du procureur de la République de Clermont-Ferrand. Donc, nous avons retransmis, la Commission des lois, Monsieur le Président, l'administration des lois a retransmis une nouvelle fois les 350 pages de ce rapport sur l'état des forces de sécurité qui était présidé par Michel Bouton, dont le rapporteur était François Grosdidier. Donc, j'en ai discuté ensuite avec le ministre de l'Intérieur, qui ne l'avait jamais vu. Je pense que... je ne pense pas. Je crois qu'il ne l'a jamais vu puisqu'il me l'a dit. Et le ministre de l'Intérieur l'a vraisemblablement dans ses tiroirs, mais je lui ai retransmis une deuxième fois pour que tout ce que vous avez dit durant ces 6 mois, tout ce qu'on a pu recueillir, toutes les observations que vous avez formulées aujourd'hui ont bien été portées dans le cadre du Beauvau de la sécurité qui a été institué justement par le président de la République. Alors je pense que le gouvernement ne peut pas ignorer aujourd'hui tout ce que vous revendiquez dans tous les domaines où vous souffrez énormément. Et pour le Sénat, au nom du Sénat, puisque j'ai fait, et vous retrouverez les 4 propositions qui correspondent un petit peu à ces conclusions du rapport de la sécurité, de l'état des forces de sécurité qui ont été actualisées sur le terrain. Le cursus de la formation initiale en stage d'immersion d'un côté comme de l'autre entre les policiers et les magistrats, qui a été entériné en tout cas par le procureur de la République de Clermont-Ferrand, qui représentait la magistrature, la réforme totale du Code de procédure pénale, puisque en 30 ans, je crois que le volume du Code de procédure pénale a été multiplié par 8, et où, si je cite le co-rapporteur Jacques Baume de la simplification de la procédure pénale, et je le cite intégralement, « La lourdeur de la procédure pénale est incontestable. Le Code de procédure pénale est illisible, tant pour nos enquêteurs que pour le parquet, le juge d'instruction et la quasi-totalité des intervenants de la procédure pénale. » Puis nous avons parlé aussi de l'oralisation et de la dématérialisation. Voilà les 4 propositions que vous retrouvez d'ailleurs dans le rapport sur l'état des forces de sécurité. Voilà ce que je voulais préciser, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Leroy. Sur la dématérialisation, je peux vous informer que nous auditionnerons jeudi Madame de Montchalin et Monsieur Dupond-Moretti sur l'aspect judiciaire. On aura l'occasion de leur poser la question sur l'aspect policier. Monsieur Richard. Monsieur le Président, je voudrais d'abord faire
petite indication de méthode que je répète de temps en temps parce que je trouve vraiment que c'est très insatisfaisant. Je suis frappé de la pauvreté ou de l'inexistence des statistiques portant sur le fond des jugements. Et on sait très peu de choses sur ce qui est finalement jugé en France. C'est vrai au pénal et c'est vrai dans les autres champs de l'activité judiciaire, et je pense qu'il faut rappeler ça aux gardes des Sceaux successifs, parce que c'est aussi un outil de travail naturellement pour les législateurs, mais aussi pour l'administration de la justice. La remarque que je voudrais faire, c'est que ici, comme législateurs, nous sommes en priorité concernés par l'évolution du Code de procédure pénale et les alourdissements et les facteurs de paralysie qu'il englobe et le déséquilibre entre les parties qu'il enregistre aujourd'hui. Et donc, de mon point de vue, c'est ça la priorité. Et du fait que dans vos organisations, et bien sûr on peut aussi adresser la même suggestion aux gendarmes, il y a beaucoup de spécialistes, d'acteurs de terrain de la procédure pénale, je crois que nous aurions besoin d'un relevé extrêmement factuel, écrit, détaillé, des dispositions du Code de procédure pénale qui sont les plus soit paralysantes, soit génératrices de risque d'erreur. Et avocat pénaliste, c'est d'abord un métier de procédurier, donc je pense que c'est particulièrement productif de vérifier ce qu'il y a dans le tableau de chasse des avocats pénalistes, c'est-à-dire les procédures qu'ils arrivent à faire tomber en utilisant telle ou telle disposition du CPP. Il me semble que c'est vraiment à partir de ça qu'il faut que nous travaillions. Il se trouve que je représente cette maison au Conseil supérieur de codification, à la Commission supérieure de codification, où nous revoyons régulièrement, nous mettons en ordre les différents textes pour essayer d'en retirer les incohérences, et que les collègues et les personnes plus qualifiées que moi juridiquement qui y siègent sont convaincus que le CPP présente en effet des travers importants en tant que texte. Donc il me semble qu'il y a matière à un dialogue très professionnel, très factuel, sur les points critiques du CPP et ce qui est remédiable sans porter atteinte au caractère élémentaire des droits de la défense ou de la liberté, disons, de ne pas s'exprimer de la part du prévenu, que nous rappelle à juste titre, au vu de la Déclaration des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel, mais qu'on peut aménager de façon moins problématique. Et je voudrais ajouter une question, c'est au fond, puisque nous observons, du fait de ces difficultés, une désaffection, un moindre attrait pour les postes de procédure de police judiciaire. Du coup, pour les personnels qualifiés qui auraient le potentiel et qui auraient au départ un intérêt pour la procédure judiciaire, enfin pour la police judiciaire, qu'est-ce qu'ils prennent en second? Comment est-ce que se traduit cette perte d'attractivité? Merci, Monsieur Richard. Peut-être certains d'entre vous veulent s'exprimer. Monsieur, je vous en prie. Monsieur Moreau. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Et puis pour répondre peut-être déjà à la remarque de Monsieur Leroy sur le rapport de 2018, qui a été effectivement un travail conséquent, je crois qu'on a un problème aussi, c'est que le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de l'urgence. Monsieur Darmanin est, je crois, le 9e ministre de l'Intérieur en 10 ans, le 3e de ce quinquennat. À chaque fois qu'il y a un changement de ministre, un changement d'équipe, on se retrouve à réexpliquer nos problématiques qui ne sont pourtant pas nouvelles. Les constats, effectivement, ont été posés, notamment au moment du Beauvau de la sécurité, mais nous les posons, nous, représentants du personnel, depuis un moment assez long. Et c'est vrai qu'à chaque fois, pour tout ce qui est réforme d'ampleur, on se heurte ensuite à un calendrier qui soit politique, médiatique, etc., qui n'est pas toujours le même que celui des attentes des personnels. Concernant le Code de procédure pénale, je vais reprendre les mots de mon secrétaire général justement à la table ronde du Beauvau sur la justice. Il a dit qu'il s'agissait maintenant d'un monstre qui était devenu inintelligible même pour les professionnels. Et c'est vrai que dans ce CPP actuellement, il y a un petit côté Frankenstein, parce qu'à chaque loi de procédure pénale, et il y en a quand même assez souvent, on le modifie. Donc en plus, il y a un manque de stabilité, au-delà même de ce qu'on en pense sur le fond. Les enquêteurs, les magistrats consacrent une bonne partie de leur temps à comprendre à chaque texte ce qui va changer pour eux dans le quotidien à la suite des dispositions qui sont adoptées.
on peut évidemment faire remonter des dysfonctionnements de manière extrêmement précise et dire ce qui est bloquant au quotidien, mais tout simplement, il faudrait envisager de le réécrire. Alors, c'est un chantier qui ne peut pas se mener en 15 jours et qui doit, sans préjudice du rôle évidemment du Parlement à l'issue du processus, associer les enquêteurs, qu'ils soient policiers, gendarmes, mais aussi les magistrats, mais aussi les avocats, etc. Mais notre procédure pénale, aujourd'hui, elle est au milieu du gué. On n'a pas choisi entre l'inquisitoire, l'accusatoire. Est-ce qu'on est sur un modèle anglo-saxon? Est-ce qu'on veut rester sur le modèle français traditionnel? Et ce que nous disent nos collègues, c'est que finalement, pour les enquêteurs, on cumule les difficultés des deux modèles. Et au bout d'un moment, il va falloir choisir, il va falloir peut-être passer effectivement à un travail de réécriture de ce code qui est important en remettant à plat l'ensemble des dispositions avec les professionnels. On est bien conscient que vu le calendrier, ça n'est pas forcément quelque chose qui va pouvoir être lancé dans l'immédiat, mais voilà, c'est quelque chose qui est important. Et par rapport aux états généraux de la justice, je pense que ce sera aussi un des enjeux. Nous, on attend de savoir comment on va être associé ou pas en tant qu'organisation représentative des fonctionnaires de police, puisque ça a été plus ou moins dit qu'il y aurait une association des citoyens et des représentants des enquêteurs. Donc voilà, c'est quelque chose qui est toujours positif qu'on débatte, hein, mais je crois que les problèmes de la justice, on ne va pas les découvrir non plus à l'occasion des états généraux de la justice, et notamment les problèmes de moyens. Ils sont exprimés par les représentants respectifs des magistrats, des agents d'insertion et de probation, etc. Donc une nouvelle fois, on va se réunir, on va débattre, mais il ne faudrait pas que, comme ça a été exprimé tout à l'heure, nos collègues constatent que concrètement, pendant qu'on organise de nouveaux débats et de nouveaux rendez-vous, une fois de plus, la procédure pénale s'alourdit. Et pour répondre sur les services qui sont choisis ensuite, on va dire, il peut y avoir un mouvement un petit peu inverse à celui qu'on connaissait il y a un certain nombre d'années, où le mouvement logique, on va dire, quand on arrivait dans la police, c'était de commencer par la voie publique et puis ensuite de rejoindre un service d'investigation au niveau d'un commissariat, puis peut-être un service spécialisé. Aujourd'hui, il y a évidemment une diversité d'aspirations de nos collègues, hein, à la fois sur le plan géographique et sur le plan des spécialisations, mais beaucoup de collègues, et notamment fatigués de l'investigation, de ces risques d'erreur, de cette tension quotidienne, vont se diriger plutôt effectivement vers des services, soit de voie publique pour certains, soit des services de renseignement qui préservent un aspect d'investigation, mais sans être soumis au formalisme procédural, même s'il y a évidemment des règles qui encadrent les procédures administratives dans le cadre desquelles ils travaillent. Donc voilà, ce qu'on observe, c'est effectivement, ça a été dit par Pascal tout à l'heure, que notamment dans les commissariats à la préfecture de police, vous allez aujourd'hui dans un commissariat de Seine-Saint-Denis, vous avez toutes les chances de retrouver au sein du service d'accueil et d'investigation de proximité des gardiens de la paix sortis d'école, qui seront encadrés par un lieutenant sorti d'école, avec au-dessus potentiellement un commissaire sorti d'école, parce que vous avez des territoires et des fonctions, effectivement, les fonctions d'investigation, qui sont devenues extrêmement peu attractives. Et tout ce qu'on est en train de dire sur le code de procédure pénale, c'est évidemment important, parce que si les mesures indemnitaires, j'en ai parlé tout à l'heure, elles ont tout leur sens, elles ont tout leur rôle pour reconnaître les officiers de police judiciaire, quel que soit leur corps, hein, et pour reconnaître le travail judiciaire qui est fait, c'est avant tout redonner du sens aussi au travail de nos collègues qui pourra les attirer à nouveau vers l'investigation. C'est qu'ils aient l'impression de pouvoir faire de l'enquête et non pas de noircir des procès-verbaux uniquement pour respecter des obligations procédurales dont ils comprennent de moins en moins le sens. Merci, monsieur. Monsieur Jacoleff. Merci. Pour vous répondre, pourquoi j'ai travaillé 20 ans en police judiciaire, donc j'ai un peu d'expérience, et je l'ai quitté justement pour les renseignements généraux. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y a plus ce formalisme judiciaire qui est devenu trop lourd. Aujourd'hui, un enquêteur, c'est plus un enquêteur, on ne travaille plus du tout sur le fond. On travaille que sur le formalisme. En fait, on est devenus des techniciens. Il faut être habilité pour tout, et il n'y a plus aucun intérêt dans le métier. Donc c'est une des problématiques, ce n'est pas qu'une question d'argent. L'argent, moi je le dis clairement, même pour 200 ou 300 euros, j'y retournerai pas. Ça ne m'intéresse pas. Mon intérêt, moi, au quotidien, c'est mon métier. Et franchement, on n'y trouve plus plaisir. Pas d'autres interventions. Ah, un bras s'est levé. Allez-y, monsieur. Oui, je voulais rajouter une chose par rapport aux interrogations, sauf si j'ai mal compris, hein, de monsieur le sénateur Richard, sur la finalité, l'interrogation sur la finalité des peines. Je rappelle tout simplement que nous avons eu les mêmes interrogations, puisque nous avions proposé à une certaine époque et réaffirmé lors de cette manifestation
la mise en place d'un observatoire de la réponse pénale contre ceux qui agressent les forces de l'ordre. Alors tout ça, ce n'est pas pour nous faire plaisir, c'était simplement pour démontrer que, en finalité de la chaîne pénale, c'est-à-dire la décision du magistrat, pourquoi aujourd'hui l'autorité est remise en cause? Alors certes, celle du policier, mais en finalité celle du citoyen, parce que quand on agresse aujourd'hui impunément un policier, en tout cas les forces de l'ordre, on peut imaginer comment on peut s'en prendre par ailleurs à un élu, comment on peut s'en prendre par ailleurs à un prof, et encore plus facilement à un citoyen. Donc tout ça est une chaîne qui nécessite des prises de décision, nous l'avons dit, et c'est l'une des raisons pourquoi nous avons fait cette revendication, enfin nous avons voulu cette revendication les uns et les autres, c'est-à-dire cet observatoire, pour partir sur le principe de la peine encourue. Lorsqu'on agresse un policier, il y a une peine encourue, c'est le code pénal. Ensuite, il y a la peine prononcée par le juge. Mais ensuite, il y a ce qui se passe dans les salons dorés, c'est-à-dire la peine qui est réellement effectuée. Et ça, c'est lorsque l'individu a la chance ou la malchance, j'en sais rien, de passer devant le JLD. Et c'est là où on en revient à ce qui avait été dit tout à l'heure, c'est le principe de l'aménagement de peine qui aujourd'hui est devenu la règle contre la prison qui est aussi l'exception. Donc voilà aussi le pourquoi du comment. Nous sommes dans l'obligation, ce qui est dramatique, d'exercer un contrôle, parce que c'est une sorte de contrôle sur les magistrats, pour, en tout cas, en arriver à ce que nous avons dit, c'est qu'aujourd'hui, peu d'individus sont sanctionnés, hormis bien sûr les affaires médiatiques, contre ceux qui agressent les policiers. Et nous sommes sur un principe idéologique qui fait que aujourd'hui, les magistrats, alors j'ai horreur de généraliser, on va dire en tout cas une partie de la magistrature, enfin non, là on peut dire la justice même, on peut généraliser sur le principe idéologique, sanctionne aujourd'hui davantage, tente de sanctionner davantage ceux qui ont 20, 25, 50 faits derrière eux, plutôt que de sanctionner ceux qui commettent leur première infraction. Et donc ça, c'est le choix, on va dire, de la philosophie ou de la doctrine de politique pénale à la française, qui n'est pas le choix d'ailleurs de certains autres pays, je rappelle, démocratiques, qui ont fait le choix de sanctionner dès la première infraction. Alors là aussi, il y a une interrogation à avoir sur le principe des états généraux de la justice, qui fait qu'à un moment donné, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si on n'a pas de place de prison, bien évidemment, on ne pourra pas mettre en prison. Et dire que la prison est l'école du crime, elle restera l'école du crime dès lors où ceux qui y vont sont déjà formés au crime. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et si on s'interroge sur la récidive par rapport à des gens qui ont 25, 50, 100 faits, je vous assure que je suis persuadé que certains d'entre vous ne se posent pas ces questions. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, on ne se la pose pas du tout. Donc, voilà aussi pourquoi je voulais intervenir derrière la question. Alors, si ce n'était peut-être pas celle-là, c'est celle que je souhaite répondre sur l'Observatoire de la réponse pénale et pourquoi nous en sommes arrivés là pour démontrer aujourd'hui que malheureusement, la justice sanctionne peu ceux qui s'attaquent injustement aux policiers, enfin, en tout cas aux forces de l'ordre. Merci. Est-ce que on peut considérer, je pose une question, que votre préoccupation première, vous avez relevé 3 points principaux, la philosophie générale, la sanction pénale et l'exécution de la peine. Est-ce que l'on peut considérer aujourd'hui que c'est moins le quantum de la peine prononcée, je suis prudent, parce que sur un certain nombre de personnes faisant autorité, on comprend l'aggravation de celle-ci, que l'importance absolue de l'exécution rapide de la peine. Oui, si vous permettez, monsieur le sénateur. Eh bien, en fait, j'ai envie de dire les deux. Le quantum de la peine, et je rappelle que le document auquel je faisais référence tout à l'heure, qui est un document officiel, qui vient de la chancellerie, qui a été transmis et annexé dans un rapport du Sénat,
fait état d'abord des taux d'emprisonnement prononcés et les quantums de peine par rapport aux peines encourues. Et quand vous voyez le décalage, par exemple, pour des atteintes envers une personne dépositaire de l'autorité publique avec sans ITT, donc ça veut dire sans une circonstance qui ferait passer par exemple à 5 ans d'emprisonnement, donc on est sur des peines encourues de 3 ans, eh bien le quantum moyen est de 5,8 mois. Quand vous savez que la grille des peines depuis 2019 eh bien, oblige pour toute peine inférieure à 6 mois de l'aménagement de peine, du coup, le raccourci est fait. Pour une agression envers un policier, c'est un aménagement de peine et il n'y a pas la casse-prison. Et ça, c'est vrai que sur la symbolique par rapport au respect de l'autorité de l'État, par rapport à la protection des dépositaires de l'autorité publique, eh bien, c'est un mauvais signal. Et c'est un signal qui encourage et qui entretient cette impunité qui s'est insérée dans la société d'aujourd'hui. Donc ça, je dirais que le quantum de la peine et l'exécution de la peine sont deux éléments indissociables. De même, lorsque vous avez des peines prononcées et qui vont au-delà, je dirais par exception, des peines supérieures à 1 an, vous savez très bien qu'au bout d'un certain temps, avec la réduction des peines automatiques, avec la réduction des peines pour bon comportement, eh bien vous avez des aménagements qui sont prononcés en cours d'exécution des peines, et ce qui fait que, là encore, on nous explique que c'est de la réinsertion. Mais alors la question que j'ai envie de poser, c'est ces personnes, lorsqu'ils rentrent par la casse-prison ou qu'ils n'y rentrent pas, le taux de récidive, là aussi, nous manquons de statistiques. Nous avons regardé les chiffres de la justice. Je suis incapable de vous dire aujourd'hui qu'un primo-délinquant qui rentrerait en prison devient récidiviste, parce que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce sont des récidivistes simplement qui vont en prison. C'est comme ça que, en fait, le système, il s'est instauré. Pourquoi ? Parce qu'on fait de la gestion de la population carcérale, alors qu'on devrait raisonner en termes de gravité d'infraction, de préjudice subi, et surtout, ne l'oublions pas dans ce débat, il y a un peu les victimes dont il faut s'occuper aussi. Bien sûr. Alors, M. Bonnecarrère, je crois, a demandé la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous m'avez confié avec mes collègues de la Commission le rapport sur le texte Confiance dans les institutions judiciaires dont on a parlé à plusieurs reprises. Je vais donc me concentrer sur ce rapport en ayant forcément une approche plus technique et en m'excusant de ne pas me placer sous l'angle de la crise de l'autorité, du stress des policiers, de la violence de la société, des nombreux éléments qui ont été évoqués par les uns et les autres, auxquels je suis particulièrement sensible. Mais là, en technique législative, je suis bien obligé de revenir aux dispositions elles-mêmes. J'aurai 4 questions à poser, que je vous présente globalement, ce qui me permettra de les individualiser si notre président en est d'accord. C'est pour que vous voyez le cadre général. J'aurai une première question sur la chronologie. Vous êtes invité, vous serez invité probablement à des états généraux de la justice, quelque part avec l'automne et le mois d'octobre. Est-ce que ce calendrier est compatible avec l'adoption de la loi Confiance dans les institutions judiciaires à fin septembre, si on suit le calendrier actuel? Mes deuxième et troisième questions porteront sur le contenu lui-même du texte, en vous proposant assez banalement de regarder ce qu'il y a dans le texte et de regarder ce qu'il n'y a pas. Et de faire ensuite un focus, bien sûr, sur la question de la procédure pénale qui a été largement présente dans votre propos. Donc, si mon président l'accepte, je commencerai par une première question de calendrier. Qu'est-ce que vous pensez d'états généraux de la justice à l'automne, avec un texte qui, a priori, est dans votre cœur de cible et qui aurait été adopté quelques jours avant? En d'autres termes, allez-vous porter vis-à-vis de la chancellerie du ministère de la Justice l'idée tout simplement qu'il serait raisonnable de n'examiner ce texte Confiance dans l'institution judiciaire qu'après les états généraux de la justice, y compris pour permettre d'intégrer les résultats des 10 états généraux? Votre avis sur le calendrier?
Bien, qui se jette à l'eau? Monsieur? Oui, je rejoins votre questionnement. Le calendrier pose question. Effectivement, il y a un petit souci d'inversion. Au-delà de ça, je reviendrai, moi, bien avant ça, je reviendrai sur le Beauvau de la sécurité. Pourquoi se tient-il alors qu'on avait toute la matière pour statuer sur les questions de sécurité grâce au livre blanc sur la sécurité intérieure? Je pense que ce Beauvau de la sécurité, lorsqu'il a été annoncé, a estomaqué pas mal de monde. Alors, ce Beauvau de la sécurité, on espère qu'il en émergera quand même quelque chose de consistant, mais ceci retarde aussi l'élaboration d'une LOPSI, qui est appelée de nos voeux, une loi d'orientation de programmation de la sécurité intérieure. Aujourd'hui, il faut arrêter avec le temps court les effets d'annonce. On veut, nous, qu'on donne du sens à notre profession, on veut de la perspective, on veut arrêter de naviguer à vue. Et pourquoi un Beauvau de la sécurité? Pourquoi pas plutôt un Matignon de la sécurité? Aujourd'hui, quand vous avez une fuite chez vous, vous ne mettez pas des serpillères, vous appelez le plombier. Aujourd'hui, on a une délinquance galopante. Alors, on peut construire des places de prison comme ça si on n'agit pas sur les causes. On peut en construire ad vitam aeternam. Mais si un gamin commence déjà à insulter, frapper ses parents, à insulter, frapper l'instituteur, l'institutrice, comment voulez-vous qu'il ne frappe pas le policier lorsqu'il a 14, 15, 16, 17, 18 ans? Aujourd'hui, ce sont les pompiers qui trinquent. Nouveau phénomène. Ça va en empirant. Donc, on appelle, nous, à la CFDT de nos voeux, un projet social, sociétal de lutte contre la délinquance, mêlant tous les acteurs de notre société, institutionnels, associatifs. Donc, il s'agirait de mettre autour de la table les personnels de la petite enfance, de soutien à la parentalité, l'éducation nationale, bien entendu la justice, la police, les acteurs de l'insertion professionnelle, notamment les acteurs de la politique de la ville. Donc aujourd'hui, agissons sur les causes et arrêtons de traiter les symptômes. Peut-être juste en complément, c'est aussi sur cette question des mineurs délinquants que la célérité et la certitude de la sanction est importante. Parce que justement, avant qu'il s'engage dans un parcours de délinquance, quelqu'un qui commet un premier fait à 15 ou 16 ans, ça n'aura pas beaucoup de sens de le juger et de lui infliger une peine 2 ans après, si entre-temps il a déjà récidivé, etc. Donc là-dessus, il y a effectivement un sujet de rapidité sans nier l'ensemble des autres sujets qu'on a balayés, mais évidemment, police et justice, c'est vrai, on intervient à la fin d'une chaîne quand il y a déjà des problèmes. Donc on ne peut pas non plus tout régler à nous-mêmes. Je rappelle aux collègues que la dernière LOPSI est de 2002 et qu'elle a été reprise en 2011, c'est-à-dire il y a 20 ans et 10 ans. Donc on peut imaginer qu'une autre programmation qui interviendrait donnera un peu de perspective et un peu de certitude. Ce qu'on a fait pour la justice dans le texte de 2018. Je crois... Alors, attendez, il y a une réponse. Oui, allez-y, monsieur. Je vois vous lever la main. Allez-y. Oui. Oui, juste, on ne partage pas du tout l'avis des intervenants précédents. Livre blanc, on y a participé, on était dans ce qu'on appelle des groupes de travail publics avec des personnes, des représentants de la population civile. On a clairement le sentiment de ne pas avoir été entendu. Le livre blanc, c'est clairement le fruit du travail de la technostructure. Vous l'avez dit tout à l'heure, à l'occasion du Beauvau de la sécurité, et particulièrement à l'occasion de l'atelier portant sur les relations police-justice, les syndicats sont très entendus, en tout cas ont une large faculté à s'exprimer. Alors, ce n'est pas engageant sur ce qu'on en retiendra, mais au moins, on a le sentiment d'avoir pu dire tout ce qu'on avait à dire. Et croyez-nous, pour des policiers, c'est déjà beaucoup. Et puis, le livre blanc, il était là, il faisait un plan large de l'institution police nationale, de la sécurité intérieure tout entière d'ailleurs. Le Beauvau de la sécurité, il est plus à faire une approche macroscopique des choses, et notamment à l'échelle des personnels. Vous nous demandiez s'il n'y avait pas un problème de calendrier. Si on était tellement convaincus, encore une fois, parce que des occasions de dire ce que l'on pense, de dire notre sentiment sur la situation, de donner peut-être quelques solutions assez pragmatiques qui nous viennent, on en a tellement. Vous avez évoqué tout à l'heure la commission de travail Bonne Nathalie, on y a participé à plusieurs reprises.
Et là, on avait des interlocuteurs qui semblaient complètement partager tous les constats que nous faisions, qui semblaient adhérer aux solutions que nous arrivions. Et puis, comme à plein d'autres occasions, au bout du bout, pour les policiers, il ne se passe rien. Ou pire encore, très souvent, on empire, on aggrave leur situation. Oui, on pourrait imaginer, si on attendait vraiment quelque chose qui puisse définitivement améliorer la condition des policiers, leur quotidien, leur activité, notamment dans les services d'investigation, on pourrait penser qu'il y a un peu une maladresse dans le calendrier, mais compte tenu de ce qui en sortira au bout, finalement, on a le sentiment que ce concours de circonstances ne sera pas tellement malheureux. Merci. Monsieur Bonnecarrère. Deuxième question portant sur ce qu'il y a dans le texte dit de confiance. Alors, je ne reviens pas sur la question des perquisitions, je comprends que vous vous êtes déjà exprimé là-dessus, mais je voudrais un petit peu plus votre sentiment sur la question des enquêtes préliminaires qui seraient limitées à 2 ans, ce qui est une autre manière, un petit peu dans le droit fil des observations du président Buffet et d'Alain Richard, de vous demander, pas des éléments statistiques, mais finalement les enquêtes préliminaires qui durent plus de 2 ans, est-ce qu'il y en a beaucoup? Dans quel domaine? Est-ce que nous sommes en train de parler uniquement du trafic de drogue? Est-ce qu'on est en train de parler uniquement du travail du parquet national financier? Qu'est-ce qu'il y a derrière pour vous cette question de la durée des procédures préliminaires? Et je considère que vous avez répondu sur les réductions de peine. J'aurais aimé que vous me disiez un mot du rappel à la loi. Je crois que vos organismes ne sont pas des enthousiastes du rappel à la loi qui serait subitement supprimé. Mais la première des choses à laquelle on pense quand on supprime quelque chose, c'est à ce moment-là par quoi on le remplace. Et finalement, comment se fait la conciliation entre des choses que vous connaissez par cœur, le fait que la société, que le nombre de places de prison est limité, etc., et en même temps d'assurer une forme d'effectivité de la sanction. Donc, est-ce que vous mettriez à la place du rappel à la loi si effectivement vous manifestiez votre accord sur sa suppression? Enquête préliminaire, rappel à la loi, est-ce qu'il serait possible d'avoir votre réaction sur ces 2 éléments qui sont dans le texte? Merci, monsieur Bonnecarrère. Monsieur, alors, rappelez-moi votre nom parce que j'ai monsieur... Allez-y. Monsieur Baftière. Ah voilà, très bien. Allez-y. Sur l'enquête préliminaire, alors effectivement, pareil, pour avoir été sollicité dans le cadre de la commission Mattei, mandatée par monsieur le garde des Sceaux, nous avions déjà, et tout comme les magistrats, comme les policiers, nous avions donné nos craintes par rapport à cette modification. Alors, comme vient de le dire mon collègue, on a peut-être été écouté mais pas entendu, puisqu'effectivement les dispositions les plus contraignantes ont été retenues pour être intégrées dans le projet de loi. Ça, c'est une première chose. Déjà aujourd'hui, article 75 et suivant, très peu de dispositions du texte actuel peuvent être suivies, de par la masse de dossiers. Je vais vous parler d'un contentieux financier. Il y a des dossiers qui ne sont pas suivis. Ce qui me fait un petit peu craindre dans ce texte, avec les délais qui sont donnés, qui sont suivis, pas suivis, je sais très bien que 2 ans avec une réquisition, 2-3 réquisitions sur des dossiers, ça peut aller très très vite. C'est ce qui m'inquiète pour mes collègues enquêteurs, c'est la charge mentale qui va peser sur eux. Parce qu'à un moment ou à un autre, lorsqu'ils sont déjà submergés de dossiers, lorsque ils voient plus la lumière, et lorsqu'une pression va arriver, il y a une pression certainement du parquet, les dossiers en cours, il va y avoir une charge mentale infernale sur certaines infractions. Et mes collègues ne seront que dans la course à l'échalote, à se dire où j'en suis de mes dossiers, qu'est-ce qui fait. Le fond du dossier, l'enquête, perdra tout son sens si ce n'est dans la gestion d'un calendrier contraint par ces nouveaux textes. Voilà ce qui m'inquiète sur cette enquête préliminaire. On sait qu'aujourd'hui, des armoires entières dans les commissariats de France sont pleines de dossiers de 2016, 2015, n'ayant pu être traités ou en attente de réquisition. Voilà.
pourquoi encore devenir plus contraignant si ce n'est pour servir certaines infractions actuelles ou à venir prévues par ce texte. Merci, monsieur. Oui, sur cette question des enquêtes préliminaires, alors je l'avais rappelé tout à l'heure, nous on a des interrogations effectivement sur ce que vont devenir les procédures qui n'auront pas pu être orientées par un magistrat dans la durée de 2 ans. Ça concerne effectivement un certain nombre de procédures, y compris en commissariat. Et on l'avait déjà dit au moment de la commission Mattei, ce qui nous inquiète un petit peu dans cette philosophie, c'est qu'on a l'impression qu'il suffirait d'imposer par la loi une durée limite pour que finalement les policiers et les magistrats qui se tournaient un petit peu les pouces décident de traiter leurs dossiers plus rapidement et de les finir dans les délais qu'on leur impose désormais. Vous aurez bien compris à l'exposé de nos difficultés qu'il ne s'agit pas de ça, que nos collègues dans les services d'investigation sont débordés. Donc concrètement, quand vous avez 200, 300, parfois plus dossiers en portefeuille, il va déjà falloir faire un recensement. Pendant ce temps-là, vous aurez d'autres procédures qui vont continuer à arriver. Quid effectivement du collègue qui sera muté, qui ne sera pas remplacé. Donc peut-être que ces dossiers seront fictivement réattribués à quelqu'un d'autre, mais concrètement, qui va reprendre la procédure pour aller la présenter à un magistrat avant les 2 ans? On a l'impression que les dispositions du projet de loi, d'une manière générale, sont pensées pour quelques dossiers de grande délinquance financière notamment, etc. Sauf que derrière, le code de procédure pénale s'appliquant, y compris aux affaires qu'on traite dans les commissariats et aux contentieux de masse, ça risque d'avoir des conséquences assez importantes et assez préjudiciables, parce qu'aujourd'hui, si nos collègues ne traitent pas rapidement les enquêtes préliminaires, c'est évidemment pas parce qu'ils n'en ont pas envie. On parlait de charge mentale, c'est une réalité, parce que derrière, il y a aussi des victimes qui appellent, qui nous disent où en est mon dossier, sauf que quand on appelle les magistrats, ils nous disent, vous priorisez, vous faites le très très urgent qui va passer avant le très urgent et avant l'urgent, et derrière le dossier qui ne l'est pas, il y a aussi une victime qui attend. Donc on fait en fonction des moyens humains et matériels qui sont les nôtres. Et ça, malheureusement, il ne suffit pas de changer la loi pour pouvoir faire évoluer la situation d'un coup de baguette magique là-dessus. Concernant le rappel à la loi, on a effectivement une interrogation. Nous, on accueille assez favorablement sa suppression, parce que c'est une modalité de classement sans suite, donc nos collègues sont plutôt contents de voir qu'il va disparaître en tant que tel. Par contre, je crois qu'il y a à peu près autour de 300 000 rappels à la loi prononcés par an. J'ai quelques doutes sur la capacité de l'institution judiciaire et la nôtre à faire concrètement appliquer 3 000 amendes ou 3 000 peines 3 000 travaux d'intérêt généraux par an, 300 000. Donc voilà, c'est une vraie question, y compris certains magistrats nous disent qu'ils n'auront pas d'autre choix que de classer pour d'autres motifs finalement, parce que le rappel à la loi a été utilisé dans des procédures aussi où ils classaient parce qu'ils estimaient que les faits étaient d'une importance relativement faible. Si c'est ça, on ne sera pas satisfait naturellement à l'issue si cette suppression n'aboutit pas à des sanctions effectives dans les dossiers concernés. Merci, monsieur. Monsieur Bonnecarrère. Ah, attendez, je suis peut-être une demande. Allez-y, monsieur. Oui, monsieur Godon pour Alliance. Juste pour rappeler une chose quand même, le rappel à la loi est une alternative aux poursuites et qui fait partie d'ailleurs dans les classements sans suite pour les affaires non poursuivables. Je rappelle aussi que si c'est pour remplacer le rappel à la loi par une autre alternative aux poursuites et ne pas se poser la question de la gravité des faits et de la peine encourue, et on n'aura pas répondu à la question. Si vous faites du rappel à la loi pour une agression envers un policier, le décalage entre la peine encourue et la peine prononcée, il est énorme. Et si vous le remplacez par des travaux d'intérêt généraux ou des jours amendes, vous n'aurez pas répondu à la politique pénale de fermeté que les policiers attendent. Donc attention à ne pas remplacer l'un par un autre et qui ait la même couleur et la même saveur, parce qu'auquel cas, on n'aura pas répondu à l'attente des policiers. Merci, monsieur. Monsieur Bonnecarrère. Troisième question. Ce qu'il n'y a pas dans le texte confiance. Est-ce que vous pourriez nous donner, vu par définition du point de vue des policiers, si je peux exprimer les choses autrement, dans un exercice où interviennent les services de police et de gendarmerie, mais aussi la justice et la défense, pour la partie qui vous concerne, donc police, qu'est-ce que vous auriez aimé trouver dans ce texte? Qu'est-ce qui aurait du sens pour vous?
et que vous n'avez pas trouvé. Quels seraient les manques? Je vais prendre un exemple. Vous avez bien sûr évoqué les agressions ou les drames dont peuvent être victimes les policiers. Le garde des Sceaux va vous dire, mais nous avons allongé la durée de la période de sûreté pour les meurtres à l'égard des policiers. Je comprends très bien cet objectif. J'avoue que j'aurais peut-être plus attendu des mesures plus tendant à faciliter les enquêtes. Je pense en particulier à toutes les procédures que vous pouvez mener dans les infractions dites en bande organisée, où vous pouvez utiliser toute une série de techniques d'investigation qui ne sont pas possibles autrement. J'aurais plutôt attendu des évolutions là-dessus. Donc, votre sentiment sur ce qui aurait pu figurer et que vous n'y trouvez pas, et vos idées à cet égard. Monsieur Jacoleff. Oui, en fait, nous, le véritable souci concerne en fait l'investigation, le contentieux de masse. Donc, et en fait, on n'a pas d'élément de réponse. Le souci que rencontre l'officier de police judiciaire, c'est qu'il n'a pas l'opportunité des poursuites. On a tout judiciarisé, mais en fait, nos procédures ont explosé. Ce que nous souhaiterions, c'est qu'en fait, on ait un référent du parquet qui soit présent dans les services d'investigation et qui puisse faire le tri en amont. Ça nous permettrait de gagner un temps assez important par rapport aux procédures, puisqu'il y a l'infraction. D'ailleurs, c'est le problème que rencontrent nos collègues, c'est que le code pénal leur demande de constater les infractions et de présenter à l'OPJ, et de l'autre côté, la politique pénale prévoit de ne pas réprimer ou d'apporter une réponse pénale qui ne suffit pas. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est en fait que le tri soit fait en amont et pas après, pas une fois que le travail a été fait, ce qui permettrait donc d'épurer déjà un grand nombre de procédures qui ne sont déjà pas traitées, ou alors, c'est ça, de les prioriser et en fait donc de déplacer donc l'enquête vers l'OPJ compétent en fonction du degré de l'infraction. Merci. Monsieur. Et peut-être d'une manière générale, simplifier aussi, tant pour les magistrats d'ailleurs que pour les enquêteurs, tous les comptes rendus obligatoires, les demandes d'autorisation de réquisition, notamment en enquête préliminaire. C'est vrai qu'on a énormément de temps qui est perdu aussi parce que on est obligé de faire des comptes rendus qui finalement sont formels, qui ne portent pas nécessairement sur le fond du dossier. Et je ne rentre pas dans tout ce qu'il faudrait simplifier dans l'idéal quand on réécrira le code de procédure pénale, mais dans l'immédiat, ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu figurer dans le texte. Merci. Monsieur Bonnecarrère. S'il n'y a pas d'autre réaction de la question 3, je termine avec le focus sur le volet procédure pénale, qui est bien sûr, on l'a bien senti au fur et à mesure de vos interventions, le cœur du réacteur, le cœur de ce qui pose problème. Et vous avez d'ailleurs beaucoup insisté sur le fait qu'au sein du malaise de la police française, le malaise se concentrait beaucoup sur la police judiciaire, ou tout moins c'était là où vous estimiez qu'il y avait les défauts de fonctionnement. Donc sur ce que notre collègue Alain Richard appelait le tableau de chasse, sur ce qui pourrait être fait en matière de simplification de la procédure pénale, vous paraîtrait-il outrancier, au risque de se répéter, de vous demander malgré tout ce tableau de chasse et de vous demander, ensemble des syndicats présents autour de cette table ou par visio, de nous communiquer votre corbeille, votre stock, votre caisse, je ne sais pas quoi. Simplement vos propositions. Vos propositions de modification des dispositions de procédure pénale, en essayant, c'est là où je vais devenir peut-être un peu compliqué ou un petit peu exigeant, de vous pousser un petit peu dans vos retranchements en nous communiquant ces propositions, pour nous permettre collectivement, nous n'en avons pas le monopole, même si effectivement on y est forcément attaché, de mesurer ce qui relève du domaine législatif et du domaine réglementaire. Parce que, pour vous dire franchement les choses, quand nous ne vivons pas, les sénateurs vivent ancrés dans les territoires, nos histoires politiques, professionnelles, etc. le font aussi. Et quand nous discutons sur nos territoires, j'ai eu cette discussion il n'y a pas très longtemps avec mon DDSP, ce qu'il me remonte dans les problèmes de procédure pénale,
ce sont systématiquement des choses qui me paraissent être de nature réglementaire, du style, pour notifier les droits à un étranger, ça serait quand même plus simple, plutôt que de chercher partout un traducteur, de pouvoir afficher sur l'écran de l'ordinateur dans telle langue extraordinaire les éléments pour que la personne voit sans être obligée de réquisitionner ou d'attendre un traducteur. Quand on m'explique que pour les écoutes, il faut retranscrire tous les éléments, et on me dit quand même que ce serait quand même mieux d'annexer la clé USB à l'enquête sans reprendre tous les éléments. Je pourrais multiplier des exemples comme ceci. J'entends des choses qui sont pertinentes, mais qui me paraissent toutes être des questions de nature réglementaire. Et ça, c'est un peu la limite de l'exercice pour le Parlement. C'est que nous pouvons être un outil d'influence, d'avoir une fonction de porte-parole, mais notre terrain d'action, c'est législatif et pas le réglementaire. Donc, si notre président l'accepte, je vous renouvelle ma demande de communication de vos propositions, je retire ma corbeille et ma caisse, en nous permettant en particulier de bien mesurer quelles sont vos attentes législatives et quelles sont vos attentes de nature réglementaire. À charge par nous de trouver le point de levier dans la discussion avec le garde des Sceaux, avec le ministre de l'Intérieur, pour essayer quand même, pour ne pas nous désintéresser de ce qui est du réglementaire, vous vous en doutez. Parce qu'on subodore que c'est bien là où est le principal de vos soucis, sans reprendre les questions d'informatique dont on mesure bien l'importance. Bien, donc de toute façon, on vous fera passer, la commission vous enverra par mail cette demande, de manière à ce que vous puissiez nous répondre dans un délai qui n'est pas demain, mais qui sera le plus heureux. Avant l'été, ce serait bien. Enfin, quand je dis avant l'été, c'est dans le courant du mois de juillet, ce serait parfait. Puisque la commission travaille, les rapporteurs sont au travail sur le texte, ça nous permettra d'expertiser avant d'arriver à la période du mois de septembre où il y aura le rapport et la séance. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va lever notre audition, mais je voudrais terminer en m'assurant que, en tous les cas, pour ce qui me concerne, je comprends bien ce que vous dites. Il y a donc un aspect que j'appellerais ressources humaines, de gestion ressources humaines et de moyens matériels, qui est prégnant, on l'a entendu. Il y a un aspect procédure pénale, au sens strict, avec un objectif d'allègement, en tous les cas de simplification, sans pour autant que les droits des uns ne soient pas respectés, mais on comprend bien que la complexité aujourd'hui de la procédure. Il y a un aspect quantum de peine pour les infractions commises à l'égard singulièrement des policiers ou de toute personne ayant autorité publique, maire, enfin élu plus exactement, pompiers ou autres. On sent bien qu'il y a votre demande, il y a une volonté d'augmenter la peine encourue. C'est ce que je crois comprendre. Indépendamment du fait du troisième point qui est le prononcé de la peine, et ça paraît assez clair. Et enfin, de l'exécution de celle-ci, avec une exécution qui soit une exécution rapide. On comprend bien, ça c'est parfaitement légitime et nous le souhaitons par ailleurs. Est-ce que ce résumé extrêmement simple traduit votre pensée à vous toutes et à vous tous dans la problématique qui est la vôtre aujourd'hui, qui manifestement, pose problème naturellement, on comprend bien, et crée un conflit avec le monde judiciaire, pour être tout à fait clair aussi. Puisqu'il faut dire les choses. Si on veut que les choses avancent, il faut qu'on les pose, on les mette sur la table. Indépendamment du problème statistique, moi je pense qu'il est absolument essentiel dans l'analyse des situations, dans la compréhension des situations, et dans naturellement la bonne réponse à apporter. Oui, monsieur. Je vois deux bras qui se lèvent. Pardon, si je puis me permettre, vous avez oublié un point essentiel, mais bon, qui n'est pas un oubli à mon avis, mais que vous allez rappeler très justement, c'est le principe des policiers qui sont injustement attaqués, et de répondre et cibler et de répondre bien évidemment à cette problématique. Car si aujourd'hui on peut s'attaquer injustement à un policier, vous imaginez bien comment c'est plus facile de s'attaquer à un citoyen, d'où
cette problématique de délinquance qu'on constate, où on a une augmentation de la délinquance sur les coups et blessures volontaires des citoyens de ce pays. Et ce qui est valable pour les citoyens, je le rappelle, est valable malheureusement pour les policiers, mais pour les élus, et on le constate tous les jours. Donc ça, c'est aussi, je tiens à le rappeler, un point essentiel de trouver une solution à cette problématique de protéger les forces de l'ordre de ce pays. Alors, on l'a fait, on a trouvé une voie, et permettez-moi d'être un tout petit peu long, mais je vais aller assez vite quand même. La voie, et c'était de répondre par ce que vous venez de citer, l'Observatoire de la réponse pénale, pour dire voilà le constat, mais après il y a des réponses à ça, parce que nous, le constat et la réalité, on la connaît. Et vous la connaissez aussi, pour être des personnages publics, avec des responsabilités publiques importantes, c'est qu'à un moment donné, il va falloir y répondre. Et la seule réponse qu'on peut trouver aujourd'hui, au vu de cet échéancier, alors sauf quand le chef de l'État est injustement, là aussi, agressé, la réponse a été forte. Pour ce qui s'est passé, on l'a tous vu, tous constaté. L'individu concerné, je rappelle que c'est fort heureusement légitime, la sanction, il y a eu un mandat de dépôt. Aujourd'hui, trouvez-moi un exemple où un policier a été giflé et que l'agresseur a eu un mandat de dépôt. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, pas un seul exemple, on ne peut pas nous donner un seul exemple où un policier a été giflé et que l'individu s'est retrouvé un mandat de dépôt, interdiction de droits civiques, et encore qu'est-ce qu'il y a encore eu, et de se présenter à la fonction publique. Et de se présenter à la fonction publique. Donc, des faits qui sont légitimes, et fort heureusement, parce qu'on n'agresse pas un président de la République, mais on n'agresse pas non plus un policier. Et quand on est capable d'imposer, parce que là, on voit bien que les magistrats, quand ils veulent, ils peuvent. Et donc, dès l'instant où on peut pour un président de la République, on peut aussi pour ceux qui représentent la République par le mandat dont vous êtes les délégataires, c'est-à-dire les forces de l'ordre. Donc ça, c'est important, parce qu'il me semble que c'est un point, et c'était un point essentiel de notre manifestation par rapport à l'actualité, mais ce n'était pas nouveau malheureusement, et d'où là nos revendications communes, je rappelle, qui étaient la peine minimale contre ceux qui agressent les policiers. Donc je pourrais pas me permettre de dire de recadrer, parce que vous avez raison sur certains points qui sont légitimes sur ce que vous avez évoqué, mais il ne faut surtout pas oublier un des points essentiels qui est la protection des forces de l'ordre. Merci, Monsieur Lagache. Je vais quand même reprendre la parole. Pour soit je me suis mal exprimé, soit je n'ai pas été bien compris. Mais quand je dis que vous voulez revoir le quantum des peines, c'est bien cet aspect-là que j'aborde. Et quand je dis qu'il faut une réponse pénale qui soit au niveau, c'est bien cet aspect-là que j'aborde. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les choses sont parfaitement claires et on est parfaitement conscient de la situation. Donc il n'y a pas de volonté de ne pas le dire, il y a simplement le fait de l'exprimer peut-être un peu différemment de ce que vous venez de faire, mais c'est bien la même chose. Je voudrais le rappeler, et j'ai bien cité, si je dois le redire, à la fois les actions contre les policiers, mais contre les pompiers ou toute autre personne incarnant l'autorité. Nous sommes bien clairs. Monsieur, il y a une autre demande de parole. J'ai vu un bras qui s'est élevé tout à l'heure. Oui, allez-y, monsieur. Et monsieur Moreau après. Oui, globalement, vous avez fait un résumé assez complet de ce qui a pu être dit, ou en tout cas de ce qui peut être attendu. Nous, on tient effectivement beaucoup à la protection des policiers victimes, évidemment. Ça passe par la protection fonctionnelle, qui d'ailleurs souvent est contestée de manière assez unilatérale de par notre administration. Et puis, au-delà de la participation à l'aide juridique, à la protection fonctionnelle, c'est tout un ensemble. Et quelquefois, c'est simplement une épaule. Récemment, quand nos collègues de Viry-Châtillon sont allés en cour d'assises d'appel, ils sont allés seuls. Pas un seul responsable de leur administration était à leur côté, alors qu'à l'époque du drame, ils étaient tous face caméra ou dans les services à se montrer solidaires et blessés par ce qui s'était passé. Ce sont des choses qui impactent nos collègues et qui ne peuvent plus perdurer. Et puis aussi, évidemment,
la protection des collègues mis en cause, qui très souvent, semble-t-il, ne profitent pas de la même présomption d'innocence que tout un chacun, qui souvent sont lâchés par leur institution. Comme ces faits sont souvent le fait d'agents à l'occasion de leur service, eh ben, ça impacte forcément leur vie professionnelle, ça impacte leur vie sociale et très personnelle. Et nous, ce qu'on veut, c'est que tant que la chose n'est pas jugée, nos collègues ne soient pas maltraités par l'institution. Merci, Monsieur Moisan. Monsieur Moreau. Oui, très rapidement, parce que le sujet était quand même général sur les difficultés rencontrées. Il ne faut pas oublier un certain nombre de sujets qui sont traités dans le cadre du BOVO. Je pense à l'encadrement et à la formation qui n'ont pas disparu, qui sont des sujets importants. Très brièvement, l'encadrement. Dans la gendarmerie nationale, il y a un seul corps de cadre. Dans la police, il y en a deux. Nous, on pense qu'il faudrait les unifier du coup et arriver à un système où, comme dans la gendarmerie, finalement, on commence lieutenant en commandant une unité sur le terrain pour parvenir ensuite aux plus hautes responsabilités. C'est quelque chose qu'on expose au ministère de l'Intérieur, donc il est question depuis longtemps. Peut-être le BOVO sera-t-il ou pas, on verra l'occasion de faire avancer ce dossier. Et puis sur la formation, le président de la République a annoncé récemment dans un déplacement à Montpellier la création alors il avait dit une école de guerre pour la police nationale, donc on attend d'en savoir un petit peu plus aussi et de préciser les contours de cette annonce concrètement pour nos collègues, si ça permet d'avoir davantage de formations partagées, notamment entre les différents corps, ce sera quelque chose d'intéressant, mais on y sera évidemment attentif parce que c'est aussi un point qui est primordial pour préparer nos futurs collègues à leur mission. Merci, monsieur. Écoutez, il me reste à vous remercier de votre disponibilité et vous dire qu'incontestablement, les rapporteurs du texte sur confiance dans la justice auront l'occasion de revenir vers vous. On vous adressera rapidement un petit courrier pour vous confirmer notre souhait d'avoir vos propositions, notamment en matière de procédure pénale. Et puis, en toute hypothèse, nous aurons l'occasion de reprendre contact.